Où se situe la potentialité d'attaque entre l'ordinateur quantique et Bitcoin? Quantifier à quel point cette menace est sérieuse ou pas, c'est très difficile parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et en fait, on ne sait pas, par exemple, ce que des superpuissances, où ils en sont, etc. Un système qui est parti directement de proof of stake, c'est fucked up. Si c'était le cas, par exemple, ton stake en Ethereum te donne un poids plus fort dans la gouvernance du protocole, je le disqualifierais complètement. Le problème, c'est fondamentalement une question sur la proposition de valeur de Bitcoin. Ouais, l'attention du monde et des institutions elle est au plus haut, mais uniquement sur la partie store value. Il n'y a pas encore un gros intérêt de ces acteurs-là sur l'utilisation même de Bitcoin en tant que monnaie. Il y a beaucoup de cas qui sont mis en avant de gens qui ont vendu trop tôt et qui s'en mordent les doigts. Et souvent, les gens disent, ouais, ne soyez pas cette personne. Mais en fait, s'il n'y avait pas eu le Pizza Guy, en fait, ce Bitcoin ne serait jamais vu comme un potentiel moyen de paiement. Donc, il faut aussi des Pizza Guy, des gens qui sont prêts à prendre le pari de se dire, ouais, Bitcoin, c'est une monnaie. Je pense que si je devais classer mes craintes pour Bitcoin, ça serait la numéro 1. Salut messieurs, salut Abdel. Salut Alex, salut Victor. Très content de te recevoir chez nous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qui serait cool pour notre audience, si quelqu'un ne te connaît pas, ce serait de t'introduire vraiment très 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 rapidement de ce que tu fais en ce moment. Donc ouais, moi c'est Abdel. À la base, je suis ingénieur en informatique. J'ai fait une spécialité monétique et sécurité des systèmes. Donc, monétique, c'est toute l'étude des systèmes bancaires, comment fonctionne la monnaie, etc. Ensuite, j'ai travaillé pendant 8 ans dans la fintech, dans les systèmes de paiement bancaires traditionnels, spécialisé paiement sans contact sur téléphone, et donc avec toute la sécurité, etc. Et ensuite, je me suis un petit peu intéressé à Bitcoin aux alentours de 2012-2013. J'ai fait un petit peu joujou, voir comment faire tourner un nœud, etc., regarder un petit peu le code. Ça m'avait piqué ma curiosité, mais pas assez pour me dire, ouais, il faut que c'est ça que je veux faire à fond, etc. J'avais d'autres priorités par rapport à ma carrière au niveau du boulot, etc., à ce moment-là. Et du coup, quelques années après, j'ai découvert Ethereum avec un petit peu cette notion de smart contract, pouvoir faire davantage de choses que la monnaie uniquement. Ce qui était rétrospectivement peut-être un peu une distraction maintenant avec le recul. Et maintenant, je suis de plus en plus aligné avec le fix de money first, un petit peu cette idée de dire, ouais, il faut d'abord résoudre le problème de la monnaie avant même de commencer à penser à autre chose. Mais c'est une longue histoire et peut-être on aura l'occasion d'y revenir. Mais du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, ok, c'est vraiment intéressant d'un point de vue engineering, technologie, etc. Donc, j'ai rejoint Consensus. Donc, je travaillé pendant 4 ans en tant que Ethereum Core développeur. Aujourd'hui, donc, je travaille chez Starkware. Donc, on développe des solutions Layer 2. En fait, le cœur de métier de Starkware, c'est les Zero Knowledge Proof, qui est une solution qui permet de faire du scaling, donc des calculs à grande échelle, avec des propriétés qui sont assez magiques, mais peut-être on aura l'occasion de revenir dessus, qui permettent de s'assurer de l'intégrité de quelque chose de manière différente de ce qu'on voit traditionnellement sur Bitcoin, qui se fait par réexécution. Donc, on a un système pair à pair avec plein de nœuds. Et la façon dont on vérifie l'intégrité du réseau, c'est parce que tous les nœuds réexistent. Ce qui fait qu'on a une pression constante, une tension, parce qu'on est obligé de justement limiter le nombre de transactions qu'on effectue, parce qu'on veut que ça reste facile de vérifier ce qui se passe. Sinon, ça compromettrait la décentralisation du réseau, parce que ça serait plus compliqué de lancer un nœud. Donc voilà, ça c'est le cœur de métier de Starkware. Donc on développe des solutions de scaling Layer 2 en utilisant les technologies Zero Knowledge Proof. Donc on développe notamment Starknet, qui est aujourd'hui un Layer 2 sur Ethereum, et on a la volonté de s'étendre à Bitcoin. Voilà. Ok, très clair. Alors juste pour donner une idée à notre audience des sujets qu'on va aborder, donc on va commencer par parler un peu plus de Bitcoin en général et de quelques questions nous qu'on se pose sur ce fameux protocole. Ensuite, on va sûrement parler un peu de tout le... Alors, drama, c'est un grand mot, mais qu'il y a autour des up returns et donc de la guerre sur ce sujet qui anime un petit peu les débats, même si ça reste quand même assez niche. Après, on va bien sûr parler de ton parcours de shitcoiner vers bitcoiner maximaliste, enfin bitcoin maximaliste. Tu nous diras si c'est le cas. Il a l'armure. Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est au moins ça. Et ensuite, ouais, on va parler un petit peu de la philosophie en général autour de Bitcoin et mettre en opposition un peu philo et tech. Et puis, si on a le temps, on parlera un peu de privacy et de prise de contrôle du protocole. Eh oui, on a une autre activité. Nous, on ne passe pas encore notre temps à siroter des mojitos sur les plages du Salvador,
avec notre stack de Bitcoin. Non, on n'est pas en train de vous dire de venir nous kidnapper, on est là pour vous parler de Pixelysium, notre entreprise de développement informatique. Comme pour nos tutoriels et nos tests sur les outils Bitcoin, on a décidé de créer Pixelysium avec une philosophie simple. Rendre la technologie accessible et adaptée à vos besoins avec pragmatisme. Vous avez peut-être déjà travaillé avec des ESN, des agences web peu convaincantes ou de simples freelancers. Et vous connaissez la musique, un prix exorbitant, des délais qui ne sont pas respectés, une communication qui ne marche plus, tout ça pour à la fin un résultat qui n'est pas très convaincant. Chez Pixelysium, notre approche est totalement différente. Si vous aimez notre façon d'expliquer Bitcoin, vous allez sûrement adorer travailler avec nous sur vos projets de développement. Notre devise est simple. Concentrez-vous sur l'essentiel et nous nous chargeons de la technique. Durant 4 années passées dans le conseil à Paris et à Genève, nous avons accompagné de nombreux clients tels que les groupes de luxe Kering et Richemont, ainsi que la Fédération française de rugby, et on s'est même attaqué aux entreprises publiques comme la BPI et EDF. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également plein de réalisations à notre actif. Je ne vais pas toutes vous les citer ici, mais je vais quand même vous donner une petite idée. Une application mobile de streaming de vidéos privées Scanderia pour Idrissa Berkane, la plateforme de gestion des ventes et des affiliés pour Consensus Network, de nombreux sites web modernes et dynamiques, des boutiques en ligne, des SaaS, des logiciels, bref, à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Bon, et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter notre site web pixelysium.com ou cliquer sur le premier lien dans la description qui vous permettra de transformer vos idées en réalité en réservant un appel 100% gratuit avec nous, et vous pourrez donc nous faire part de vos idées ou de vos problématiques. Ouais, moi j'avais une première un peu interrogation, parce que je me baladais l'autre jour sur Mempool, et parce que j'avais encore mes vieilles habitudes, je m'étais dit tiens, je vais aller regarder un petit peu c'est quoi l'état du réseau, est-ce qu'il y a beaucoup de transactions, est-ce que je vais devoir monter mes frais? Et puis en fait, j'ai revu une nouvelle fois, et je me dis ah punaise, ça a vraiment pas changé, genre les blocs sont vides quoi. Pour l'expliquer rapidement, genre elle est vide. On se croirait j'ai même pas vécu cette époque, mais je l'ai vécu entre guillemets en chargeant mon nœud quand j'ai vu au fur et à mesure l'historique, et on se croirait ouais en 2014 quoi, à peine. Et c'est assez incroyable ce qui se passe. Et je voulais un peu savoir, toi, c'était quoi ton avis? Comment on en est arrivé là? Alors qu'il y a pas longtemps, on me disait ouais, c'est Bitcoin est en train de mourir encore à nouveau parce que les blocs, on avait des frais où il fallait payer 100 balles quasiment la transaction. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est une question très intéressante et on est dans une espèce de paradoxe parce que l'attention globalement du monde entier, peut-être pas du monde entier, mais une grosse attention sur Bitcoin. On est proche de l'ATH en termes de prix. Il n'y a jamais eu autant d'intérêt des institutions, des gouvernements, etc. Et paradoxalement, l'activité est au plus bas et il n'y a vraiment pas d'activité on-chain, etc. Moi, je pense que c'est une situation qui est quand même assez alarmante. Enfin, il faut prendre ça au sérieux dans le sens... Après, ça dépend vraiment comment on conçoit Bitcoin, mais pour moi, et je rejoins pas mal, par exemple, Jack Dorsey qui l'a dit plusieurs fois, si Bitcoin est uniquement un store of value, il a fail. Si on n'arrive pas à faire en sorte que ce soit un système de paiement, une monnaie utilisable, il aura échoué. Et moi, je suis vraiment de cet avis-là. Ça peut pas être juste un store of value, un hedge contre l'inflation, etc. C'est bien plus que ça. Et le côté d'avoir une monnaie instoppable, incensurable, etc., c'est honnêtement bien plus important encore que le côté store of value pour moi. Parce que l'impact en fait sur le monde et les gens qui en ont vraiment besoin, il est fondamentalement beaucoup plus grand encore, je pense. Donc, je pense qu'il faut se soucier de cette situation. Et en fait, c'est un petit peu un paradoxe parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que on peut aussi se dire ouais l'activité on-chain elle est faible aussi parce que ça peut être un problème d'UX, ça peut être un problème de fees. Donc on voudrait se dire oui il faut fixer ces problèmes-là, donc notamment en scaling, en scalabilité, etc. pour avoir des transactions qui sont pas chères, une bonne UX pour les normies, un peu pas pour les power users, etc. Mais bah, du coup, comment justifier qu'on a besoin de scaling quand l'activité est au plus bas? Donc c'est ça un petit peu qui est un paradoxe. Par exemple, ça je le vois par exemple quand on a des discussions, des débats sur la nécessité ou non de faire un soft fork pour changer certaines choses au niveau du protocole. C'est quelque chose qui revient. C'est certaines personnes qui disent ouais mais ok, mais on n'en a pas besoin parce qu'il n'y a pas d'activité. Mais en fait après on a envie de le dire oui mais pour qu'il y ait de l'activité il faut X, Y, Z. Donc c'est un petit peu ça la situation. Donc ouais on a une attention du monde au niveau marché prix c'est au plus haut, mais avec une activité on-chain au plus bas. Moi c'est pas une situation qui me plaît. Pour moi il faut que Bitcoin soit utilisé. On peut se rassurer en se disant oui, mais c'est peut-être aussi parce que les gens ils utilisent Lightning, etc. Bon, je pense que c'est un petit peu une désillusion par rapport à ça. Perso, j'adore Lightning et je pense que Lightning est vraiment incroyable et il résout énormément de problèmes. Et pour les power users, il y a en fait zéro souci. Lightning, c'est génial. Pour quelqu'un qui sait un petit peu ce qu'il fait,
Mais par contre, pour quelqu'un qui est un peu plus un normie, etc., pour utiliser Lightning en self-custody, c'est très compliqué. Il faut avoir des notions de comment utiliser un nœud, un watchtower, comment gérer des liquidités, des canaux, etc. Même si la user experience des wallets s'améliore, c'est encore très difficile pour les normies. Donc, je pense que voilà, on peut pas se réjouir de la situation. Tu vois des scénarios où ça changerait ou qu'est-ce qui pourrait demain, qu'est-ce qui bloque déjà aujourd'hui? Et parce qu'en final, là, c'est vraiment juste la proposition de valeur de Bitcoin, on dirait, qui est un peu sur un point critique. On se dit, en fait, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, t'as C'est raison, c'est une bonne c'est juste question. un or en plus pour des États pour qu'ils puissent la collecter Ouais, ou on s'en ouais, sert vraiment? je pense que tu as raison. Le premier problème, c'est fondamentalement une question sur la proposition de valeur de Bitcoin. Et là, c'est vrai que tout à l'heure, on disait, ouais, l'attention du monde des institutions, elle est au plus haut, mais uniquement sur la partie store value. En effet, tu as raison. Il n'y a pas encore un gros intérêt de ces acteurs-là sur l'utilisation même de Bitcoin en tant que monnaie, etc. Donc, tu as raison. Il y a un premier problème sur la proposition de valeur. Je pense que ça doit venir aussi un petit peu des Bitcoiners. Promouvoir plus les cas d'utilisation de monnaie et peut-être arrêter un petit peu la surculture du hodl, cette notion de dire ouais, il faut garder ses bitcoins, ne jamais les toucher, etc. C'est un petit peu peut-être aussi ça qui nuit une culture trop accentuée sur le côté ouais, il faut pas toucher vos bitcoins, etc. Tu sais, par exemple, c'est peut-être anodin, mais il y a souvent il y a beaucoup de cas qui sont mis en avant de gens qui ont vendu trop tôt, etc., qui s'en mordent les doigts. Et souvent les gens disent ouais, bah ne soyez pas cette personne. Ou ne soyez pas le pizza guy, etc. Mais en fait, s'il n'y avait pas eu le pizza guy, bah, en fait, ce Bitcoin ne serait jamais vu comme un potentiel moyen de paiement. Donc, il faut aussi des pizza guys, des gens qui sont prêts à prendre le pari de se dire, ouais, Bitcoin, c'est une monnaie, et d'arrêter cette surculture de dire, ouais, c'est des légendes, les gens qui ont hodl pendant 10 ans, etc. Ouais, je pense que ça peut venir aussi de ça, une pression un peu plus forte des Bitcoiners pour promouvoir l'utilisation, en fait, de Bitcoin, de se dire, ouais, Bitcoin, c'est pas juste quelque chose que tu gardes forever, etc. Un petit peu arrêter cette fausse promesse. Parce que peut-être aussi, c'est indirectement, ça donne peut-être une mauvaise image par rapport au monde extérieur. Dire que en fait, c'est un monde, ouais, c'est un système pyramidal où les gens qui gardent, ils veulent juste amener des nouveaux pour pouvoir, pour faire en sorte que le prix grimpe constamment, etc. Ouais, je pense que c'est un peu quelque chose de culturel au niveau des bitcoiners peut-être à changer et avoir plus de gens sur le terrain qui contribuent à développer ces moyens de paiement. Il y en a, hein, bien sûr. Hein. Par exemple, il y a plein de gens qui font des initiatives sur le terrain, au Costa Rica, en Afrique, avec des initiatives d'économie circulaire en utilisant Bitcoin. Mais il en faut plus. Et je pense que c'est eux les vraies légendes, plus que les gens qui hodl pendant 10 ans. Et est-ce que aussi, c'est pas au final l'USDT qui a gagné la première partie du moyen de paiement? Ouais. La première partie du cycle de vie là, de cette nouvelle concurrence monétaire qui se fera peut-être en plusieurs phases, on l'espère, mais en fait, on a l'impression aujourd'hui, en fait, ça se passe là-dessus, quoi. Tu as raison, je pense que le PMF de la crypto, effectivement, le seul PMF, c'est aujourd'hui les stablecoins. Et des acteurs, même des gros acteurs du paiement comme Visa, Mastercard, etc., ils regardent les stablecoins, etc. Et en fait, si on passe du système fiat à un système stablecoin, est-ce qu'on a gagné? Bah non, en fait, fondamentalement, on a pratiquement rien changé. Donc, tu as raison, je pense aussi l'adoption massive des stablecoins, etc., c'est peut-être... Au début, il y a quelques années, je me suis dit, ouais, peut-être que c'est une sorte de passerelle, de bridge qui amènera vers la prise de conscience et l'adoption de Bitcoin, etc. Mais en fait, pas sûr. C'est potentiellement plutôt une distraction et quelque chose qui va ralentir l'adoption de Bitcoin et en tout cas ralentir le côté s'affranchir du système fiat, etc. Parce qu'en fait, on va plus ou moins avoir l'impression qu'on a fixé certains problèmes, on va le rendre peut-être un peu plus efficace, un peu plus décentralisé, mais on ne changera pas fondamentalement le problème du fiat. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a une question qui se pose souvent dans la communauté, mais là, ça fait encore plus sens avec la situation actuelle. C'est le budget sécurité de Bitcoin. Aujourd'hui, les mineurs sont encore relativement bien rémunérés via la récompense de blocs. Mais à terme, et ça va quand même arriver assez vite, qu'ils soient quasiment rémunérés exclusivement avec les frais de transaction. Autant, il y a quelques temps, je disais non, mais avec l'adoption, ça va aller. Si aujourd'hui, on fait une pause actuelle, là, on retire la rémunération de bloc, le hash rate, il est divisé par 1000, hein, concrètement. Ouais. Je sais pas comment tu vois ça. T'es optimiste sur le fait que ça va finir par s'équilibrer ou tu penses qu'à un moment, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour pallier à ce problème?
Ouais, très, très bonne question. Pour moi, pour être honnête, hein, c'est l'un de ma plus gros. Je pense que si je devais classer mes craintes pour Bitcoin, je pense que ça serait la numéro un, le security budget, en effet. Et en fait, le plus gros problème, c'est le côté faire l'autruche sur ce problème. En fait, le vrai problème, c'est de ne pas reconnaître qu'il y a un problème. En fait, moi, je me heurte très souvent dans des discussions avec des Bitcoin Maxi, etc., qui prônent l'ossification. Ils sont très souvent dans le déni du fait qu'il y a même un problème de sécurité budget, etc. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très dangereux. Donc, dans le même, un peu moins prioritaire, je dirais, mais il y a aussi la menace du quantique, mais c'est un peu moins prioritaire, je pense, c'est un peu moins urgent. Mais c'est le genre de sujet où il faut pas se dire, ouais, ok, c'est fine, ça va aller, tout va bien se passer, etc. Il faut prendre conscience du problème. Ça veut pas dire qu'on doit dire, oui, il y a une urgence, il faut absolument tout changer maintenant, etc. Mais première étape, c'est d'avoir conscience du problème et de le reconnaître. Donc ouais, sécurité budget, je pense que ça peut commencer à devenir un problème dès le prochain halving, hein. Je pense qu'en vrai, au prochain halving, ça peut. Bah, après, il y a des gens qui disent ouais, ils comptent sur le côté number go up et ils disent ouais, ok, le prix va doubler peut-être d'ici le prochain halving et dans ce cas-là, on est ok. Bon, encore une fois, c'est aussi quelque chose qui stimule le côté, c'est juste un store value, etc. Et le côté mise importante trop grande sur ce côté-là et on met de côté la proposition fondamentale en système de paiement. Parce que les gens ils se disent ouais ok, en fait on touche plus à Bitcoin et le moyen de résoudre le security budget c'est de faire en sorte que le prix va monter pour toujours. Je pense que c'est absolument pas une bonne stratégie. Et encore une fois, toujours relié à ce qu'on disait tout à l'heure, malgré tout quand on leur dit ça, les problèmes de sécurité budget, etc., les gens ont du mal à se dire ouais les transactions, les frais de transaction vont pouvoir compenser parce qu'il n'y a pas assez d'activité. Mais encore une fois, c'est le serpent qui se mord la queue. Il faut faire en sorte que Bitcoin soit un terrain propice pour que il y a par exemple des layer 2, etc., qui vont permettre de payer beaucoup de transactions au layer 1, etc., et donc prendre en charge ce fameux budget de sécurité de Bitcoin pour compenser le block reward qui va faire que diminuer au cours du temps. Parce qu'on ne peut pas se dire que c'est uniquement l'activité des transactions sur le L1 qui va compenser parce que ce serait un modèle dans lequel les frais seraient trop chers. Comme Bitcoin n'est pas scalable, donc même si les blocs étaient tout le temps remplis, ça serait des transactions qui seraient trop chères. Donc c'est aussi un frein potentiellement à ce qu'on ait beaucoup d'activités on-chain. Donc pour moi, ma thèse, ce que j'espère le plus, c'est que c'est les différents layers 2, avec différents designs, différentes solutions, etc., qui vont payer ce budget de sécurité au layer 1. Ok. Et parce que c'est vrai que un moment j'avais trouvé, c'était une thèse c'était Yves Chouefati, je crois qu'il en avait parlé, qui avait une thèse que je trouvais intéressante, mais que je trouve peut-être un petit peu trop optimiste. Lui, pour lui, par exemple, il fait partie des personnes que tu vas dire qui font l'autruche dans le sens qu'ils disent qu'il n'y a pas de problème. Et lui, il se disait, et si un jour il y a un problème, en fait, les utilisateurs de Bitcoin, les gros hodlers, vont être OK pour sponsoriser le réseau, en fait, et payer des fees de transaction pour alimenter le réseau, parce que, en fait, si le réseau, si la sécurité tombe, ce que l'actif que tu possèdes sur le protocole vaut plus rien. Donc, en fait, tu as tout intérêt à sponsoriser le réseau pour le maintenir en vie. En vrai, sur le papier, je trouve ça sexy. Après, ça me paraît un peu trop optimiste pour faire tenir un protocole, un réseau monétaire mondial quand même. Ouais. Déjà, ça me Surtout paraît pour trop moi, optimiste, mais aussi. Ouais, pardon. Non, je rajoutais juste, mais pour moi, c'est aussi limité sur le point où, genre, si tu es là pour garder de la valeur et que tu vois que il y a un problème au niveau fondamental, pour moi, ce que tu vas pas faire, c'est commencer à sponsoriser. C'est juste tu vends, tu passes à autre chose et te dis c'est qui le premier à sortir. Et en fait, ce qui te fait rester, c'est plus la philosophie. C'est pas. Il faut Ouais. vraiment être bien ancré déjà pour se dire vas-y, je vais sponsoriser le réseau. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Je dirais, non seulement c'est vrai que c'est optimiste, et aussi, je pense que c'est même pas souhaitable. Admettons, dans un monde où il y a des gens qui sont altruistes et ils font ça juste pour sauver Bitcoin, c'est pas une situation souhaitable. On a construit Bitcoin pour avoir un modèle dans lequel on n'a pas besoin de faire confiance à la bonne volonté de certaines personnes. Donc, même si c'était possible et que des philanthropes maintiennent en vie artificiellement le réseau, c'est pas du tout une situation qui est souhaitable. On veut pas leur donner encore plus de pouvoir qu'ils en ont déjà. Parce que déjà, avec les ETF, les Bitcoin compagnie trésorerie, les Michael Saylor et compagnie, qui accumulent de plus en plus de pourcentage de la supply de Bitcoin.
bon, bah, c'est pas forcément souhaitable de leur donner encore plus de pouvoir et de compter sur eux pour sauver le réseau plus tard. Parce qu'après, le risque, c'est qu'ils ont un pouvoir de plus en plus fort sur la gouvernance du protocole, l'influencer dans une direction qui peut être dangereuse, par exemple de la censure ou des choses qui vont complètement annihiler la proposition de valeur même de Bitcoin. Donc, je pense que même si c'était possible, c'est pas une situation qui est souhaitable. Donc, ouais. Ouais. C'est mon avis en tout cas. Et toi aussi, tu as, un regard assez critique du coup sur les ETF et toute la que tu mentionnais, la vibe des Bitcoin Treasury compagnie. T'en penses quoi pour toi? C'est parce que d'un autre côté, j'ai envie de dire, on peut avoir un regard critique. Après, j'ai envie de dire, si le marché se passe comme ça, on peut rien y faire en fait. Si en fait le destin, enfin, il y a des moments où je me retrouve à être fataliste et je me dis, à la fin, si ça se passe comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? On peut faire tout ce qu'on veut, mais si Bitcoin finit par être un actif que des boîtes mettent en trésorerie et que c'est un actif qui circule principalement via des ETF, ah ok, en fait, on est peut-être juste en train de perdre, hein, faut juste être honnête, quoi. Oui, j'ai un regard critique, je suis sceptique. Et aussi en même temps, fatalement, si on veut voir un monde dans lequel le Bitcoin standard devient la norme, on veut aussi ça. On veut qu'il y ait des entreprises qui disent, OK, on veut adopter le Bitcoin standard, utiliser Bitcoin en trésorerie pour payer nos salaires, recevoir des paiements Bitcoin en client. Pour l'instant, on a juste la partie trésorerie, mais bon, pour voir un monde avec le Bitcoin standard, il nous faudra des choses comme ça. Maintenant, je pense que c'est dangereux, effectivement. Mais bon, le problème, c'est qu'à chaque cycle, il y a des nouveaux trucs un petit peu comme ça, des nouvelles narratives, etc. Si tu me dis choisir entre les Bitcoin Treasury Company ou les meme coins, je préfère quand même les Bitcoin Treasury Company. C'est un peu plus sain, un peu plus vertueux que les meme coins. Et entre guillemets, les dommages de ça, c'est pas les mêmes personnes qui vont morfler. Là où, par exemple, sur les meme coins ou les narratifs comme ça, c'est vraiment le retail, potentiellement les petits hodlers qui vont morfler salement. Là, bon, les Bitcoin Treasury Company, si elles se foirent, bon, bah, elles font faillite, mais bon, ils ont pris un risque, etc. C'est plus calculé, c'est des entreprises. C'est pas, voilà, des gens, etc. Donc, bon, dans la liste des choses néfastes, etc., dangereuses, c'est pas forcément le pire, mais malgré tout, c'est pas forcément souhaitable. Dans l'état actuel, est-ce que ça accélère l'adoption de Bitcoin? Ben, encore une fois, que sur la partie store of value, mais pas en adoption. Maintenant, j'espère que ces entreprises qui adoptent Bitcoin en trésorerie vont aller plus loin dans le Bitcoin standard et signaler le fait qu'elles vont payer des salaires à leurs employés en Bitcoin, qu'elles vont recevoir des paiements de leurs clients en Bitcoin, etc. Pour aussi utiliser, participer à l'éducation. Par exemple, j'aimerais que ces entreprises, elles allouent du temps à leurs développeurs peut-être pour contribuer à Bitcoin ou des choses comme ça. Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça, c'est aussi quelque chose qui me fascine et qui m'inquiète un peu sur le protocole Bitcoin, c'est sur le financement du développement. Il y a une espèce de tabou par rapport à ça, mais qui est... Et d'ailleurs, c'est un peu lié au drama. Donc, tu voulais parler du drama of return, c'est un peu lié à ça. Le fait que tu as des boîtes comme Chaincode, etc., qui emploient des core développeurs, etc. Et certains disent, ouais, ok, bah, en fait, c'est pour contrôler Bitcoin, c'est une attaque sur Bitcoin, etc. Et c'est les mêmes gens qui te disent, ouais, mais on n'a pas assez de financement pour financer le développement open source de Bitcoin. Et moi, c'est quelque chose qui, nous, personnellement, nous impacte parce que nous, on a envie de supporter le développement open source de Bitcoin, etc. Et d'ailleurs, on l'a fait, mais on n'a même pas, pour être honnête, on n'a même pas encore communiqué dessus parce que on sait très bien qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, bah, en fait, c'est pour influencer le développement de Bitcoin, c'est pour prendre contrôle sur Bitcoin, c'est une attaque sur Bitcoin. Donc, ouais, c'est un petit peu aussi une espèce de paradoxe de ce côté. Mais par rapport à ça, je trouve que en plus c'est vraiment un faux débat parce que à partir du moment où bah justement c'est un protocole open source, il y a des boîtes privées qui veulent sponsoriser des core dev ou quoi. À partir du moment où il y a une concurrence, j'ai envie de dire ça reste sain. Exactement. Tant qu'il n'y a pas un monopole et que c'est pas Saylor qui emploie tous les devs et Ouais. qui donne une ligne directrice et en fait ça devient le Bitcoin Saylor, j'ai envie de dire bah il y aura une concurrence. Ouais, il y a des Oui. moments où ça va pas se passer comme on veut. Mais bah, c'est le jeu de la concurrence. Enfin, Bitcoin, c'est un libre marché comme un autre. Il y a de la concu dessus, ça va. Et en fait, les gens, j'ai l'impression, ça c'est un raisonnement nous qu'on qu'on dénonce souvent, et c'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Si on doit compter sur l'altruisme de quelques développeurs en fait qui sont en réalité blindés parce qu'ils n'ont pas besoin de thunes, généralement en BTC, pour développer sur le protocole, bah, en fait c'est pas du tout tenable. Ça veut dire du jour au lendemain, ils disparaissent, c'est fini. Absolument. C'est pas Ouais, pérenne. complètement. Je pense qu'il va falloir faire juste un petit point de synchro avec aussi notre auditoire. Déjà, pourquoi... Déjà un peu, ouais, comment marche Bitcoin
et la partie un peu logicielle et Ouais, de ce principe de client. En fait, que tu peux ouais. avoir différents clients qui interagissent avec Bitcoin et qu'en même temps, parce qu'on a l'impression d'un coup, quand tu dis ça, qu'il y a une sorte de machin centralisé et tout le Ouais. monde vient se plugger dessus, mais en même temps, c'est pas ça. Ouais, Et, t'as raison, c'est un en bon fait, point. pourquoi on a peut-être besoin de développeurs encore? Parce que il y en a, ils vont se dire, mais en fait, Bitcoin il est terminé, pourquoi tu veux Hum, développer? Et il y hum. a toutes ces choses un peu qui peuvent Ouais. être sombres pour beaucoup. T'as raison, pour comprendre le débat, il faut qu'on revienne là-dessus. Donc, ok, donc Bitcoin, bon, bah, à l'origine, c'est ce white paper qui présente l'idée, etc. Mais derrière, en fait, l'idée tout seul, ça sert à rien. Donc, il faut un logiciel pour implémenter cette idée. Concrètement, c'est le code, le programme que vous allez faire tourner quand vous lancez un nœud. On dit Bitcoin, c'est un réseau pair à pair avec des nœuds qui communiquent, etc. Chaque nœud, il fait tourner un logiciel, implémente le protocole Bitcoin, c'est-à-dire la façon dont je vais communiquer avec mes pairs, la façon dont je vais créer des transactions, la façon dont je vais valider les blocs. Donc les fameuses règles de consensus, c'est voilà, je reçois un bloc qui m'arrive du réseau, comment je le valide? Ben je vais vérifier le timestamp avec certaines règles, je vais vérifier la difficulté du proof of work, etc. M'assurer que toutes les transactions sont valides en les réexécutant, etc. Donc ça c'est du code, c'est un logiciel. Donc historiquement, il y a une implémentation qui s'appelle Bitcoin Core. C'est l'implémentation de ce fameux programme qui représente le protocole Bitcoin et que les nœuds du réseau vont faire tourner. Il est ultra majoritaire en termes de représentation, c'est-à-dire que l'écrasante majorité du réseau fait tourner ce logiciel-là en particulier, sachant qu'il y en a quelques autres. Et là, après, on reviendra sur le fameux drama au return, etc. Parce que ce qui est au cœur du débat, c'est se dire, ouais, ok, on a une ultra dépendance à une implémentation particulière, mais il y a des débats sur comment on doit se comporter dans certains cas, etc. On veut des alternatives pour que les gens puissent choisir. Donc, il y a une autre implémentation qui s'appelle Knots, qui est principalement maintenue par Luke Dash Jr., qui est un personnage qui est assez spécial. Il a plein de côtés un peu bizarres, mais bon, c'est un autre sujet. Et du coup, c'est un fork de Bitcoin Core. Un fork, ça veut dire c'est la même base de code, mais avec quelques modifications. Donc, notamment, Node, c'est le cœur du drama, mais on reviendra après, c'est qu'est-ce qu'on considère comme du spam ou pas sur le réseau? Qu'est-ce qu'une transaction qu'on considère legit, en gros, qui a du sens, et qu'est-ce qui ne l'est pas? Avec des questions sur... Par Ouais. exemple, il y avait eu ce débat il y a peut-être 1 an et demi sur les ordinals, Exactement, où ouais. justement, eux, ils avaient décidé, donc grossièrement, c'est des NFT sur Bitcoin. Oui, voilà. Et en gros, vu que ça demandait d'insérer beaucoup de données dans Bitcoin, bah, pour le coup, là, ça a pollué les blocs. Et justement, ils avaient décidé de considérer ça comme du spam, par exemple. Exactement. Ouais, C'était c'est exactement ce typiquement le genre genre de... de truc. Ouais, ouais, tout à fait. Et après, du coup, ça revient sur la question fondamentale de la nature de Bitcoin. Les partisans de Nox, etc., et du camp des filter boys, ceux qui veulent filtrer les transactions, disent Bitcoin, c'est monnaie, uniquement monnaie. Et d'autres qui disent monnaie et use case monétaire. C'est-à-dire un peu monnaie programmable et un peu des trucs un peu plus évolués, mais on reviendra après dessus. Donc, pour revenir sur ce qu'on disait, donc, il y a ce logiciel. Et après, la gouvernance du protocole Bitcoin, c'est comment on le fait évoluer. Et pour répondre à ce que tu disais, pourquoi on a besoin de développeurs, est-ce qu'on considère que Bitcoin, il n'est pas fini? Donc, même si on partit du principe qu'on ne veut pas rajouter de nouvelles fonctionnalités à Bitcoin, il y a quand même besoin de développeurs juste pour ce qu'on appelle la maintenance. Donc ça, c'est typique dans tous les logiciels. La maintenance, ça va être la correction de bugs. Parce qu'en fait, un logiciel, il y a toujours des bugs. Même encore aujourd'hui, dans Bitcoin Core, il y a des bugs qu'on ne connaît pas encore, qui vont être découverts au cours du temps, etc. Donc on a toujours besoin de gens pour corriger les bugs, améliorer les performances, optimiser, etc. Donc même dans un monde où on n'aurait pas besoin de rajouter des nouvelles choses, on aurait quand même besoin de développeurs. Bien sûr, beaucoup moins. Si on se disait, OK, on ossifie Bitcoin et on passe juste en mode maintenance, il faudrait beaucoup moins de développeurs. Maintenant, Bitcoin continue d'évoluer en permanence, même sans parler de soft fork. Il y a toujours des petites choses qui ne nécessitent pas forcément de soft fork, mais il y a toujours des nouvelles versions de Bitcoin Core, etc. Alors, tu peux peut-être juste, vu qu'on est en train vraiment de faire les bases, définir très rapidement un soft fork, parce qu'on on va parler de hard fork après peut-être, Ouais. mais juste un Tout à soft fait. fork en quelques mots. Ouais, un soft fork, admettons, on se dit on veut rajouter des nouvelles choses dans Bitcoin. Donc, par exemple, si on prend les deux derniers soft forks, il y a eu Segwit en 2017 et Taproot en 2021. Bon, sans rentrer dans les détails de ces soft forks, mais c'est à un moment où on se dit, OK, on veut rajouter des nouvelles fonctionnalités sur Bitcoin. Mais un soft fork, à la différence d'un hard fork, c'est on veut que les changements soient rétrocompatibles avec les nœuds qui ne vont pas mettre à jour. Donc, admettons, on a un système avec les nœuds de Bitcoin.
on va dire il y a 10 000 nœuds Bitcoin, peu importe. Ils font tous tourner la version avant le soft fork. On veut mettre à jour, mais on veut, pour que ça reste bien décentralisé, ne pas mettre de pression aux gens, on veut que ça se fasse en douceur. On ne veut pas avoir une coordination où tout le monde met à jour en même temps, etc. Donc, ceux qui lancent des nœuds, ils ont le choix de mettre à jour ou pas leurs nœuds quand ils le veulent. Mais pour qu'un tel système marche, il faut que les changements soient rétrocompatibles. C'est-à-dire que la règle de base pour un soft fork, on peut uniquement restreindre les règles de consensus et ajouter de nouvelles règles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas supprimer d'anciennes règles ou être plus permissif. On ne peut que restreindre. Comme ça, les anciens nœuds, s'ils voient passer un bloc avec les nouvelles règles, pour eux, ça va être OK. Ils vont continuer à accepter ce bloc-là. Et comme ça peut quand même tourner, même si toi, admettons Alex, tu n'as pas mis à jour ton nœud, il y a un soft fork qui arrive, tu vois passer un bloc sur cette nouvelle chaîne, bah toi, tu n'as pas mis à jour, mais ton nœud, il accepte quand même parce que les changements sont rétrocompatibles, parce que c'est uniquement plus restrictif. Et comme ça, au bout d'un moment, bah, si la majorité du réseau adopte la mise à jour, bah, comme ça, les nouvelles règles font défaut, ils font partie du consensus, etc. Mais ça permet de faire des mises à jour du protocole dans la douceur et de manière rétrocompatible. C'est pour ça. Ouais, est-ce qu'on peut dire que Ordinals, c'est un soft fork d'une certaine manière? Parce qu'en fait, on rajoute une interprétation sur des données et on se met tous d'accord là-dessus, mais ça reste compatible en fait. Ouais, alors c'était pas un soft fork, mais par contre, ça a utilisé un hack grâce à un soft fork, en fait, grâce à Taproot. En fait, Ordinal, c'était pas quelque chose qui était prévu, mais c'est un effet de bord de l'activation de Taproot. Donc Taproot en 2021, qui était lui un soft fork, et Ordinals, les gens qui ont créé Ordinals, ils se sont dit mais en fait, du coup, on peut faire ça. Et ils sont greffés sur une nouvelle brèche qui a ouvert un soft fork, en gros. Mais Ordinals en soi, c'est pas un soft fork, mais il a bénéficié d'une petite ouverture qui a permis ce soft fork. Juste un truc pour l'audience, les gens qui nous écoutent. Moi, il y a une métaphore qui m'avait beaucoup aidé pour comprendre Bitcoin. C'était celle du jeu d'échecs. Bon, il y en a pour qui ça marche, il y en a pour qui ça marche pas du tout. Mais Ok, quand je la en connais pas, gros, dis. Ouais. bah, Bitcoin, c'est un peu comme juste les règles d'un jeu que tu partages. Et, parce que souvent, les gens vont dire, oui, mais pourquoi tu peux pas juste prendre le jeu et puis le faire à ta manière à côté? Bah, en fait, si on appelle le jeu d'échecs échec, c'est parce qu'en fait, on s'est tous mis d'accord sur Ouais. des règles C'est une bonne communes. analogie. Et en fait, on peut en permanence en fait continuer à jouer au même jeu parce qu'on partage la même façon Ouais. de le jouer. Dans ce cas-là, avec cette métaphore, ce qui pourrait être un soft fork, en fait, c'est par exemple commencer à jouer avec des contraintes en plus. Se dire, vas-y, on joue une partie à 3 Exactement. minutes, à 5 minutes, Oui, genre de choses. exactement. On se rajoute un peu des contraintes dans tous Ouais. les sens que tu peux avoir sur des Et les jeux en règles de ligne. base restent les mêmes, mais par contre, on rajoute des contraintes. Exactement, c'est la parfaite analogie. Ouais, Et elle après, est bien un pour. fork, c'est en mode, bah, tu décides de remplacer le fou par une reine. Et là, bah, Exactement. c'est plus le même jeu. Voilà. Et Ouais, tout c'est comme ça, parfait. tu comprends vraiment bien un peu le. Je la connaissais pas celle-là, mais j'aime bien. Ouais, parce que c'est clair que là, tu comprends facilement l'intuition derrière l'idée du soft fork. Ok, ouais, elle est bien. Je la C'est reprendrai. Dergigi qui l'avait. C'est lui, ok. Lui, il est très, J'aime très, très beaucoup bon Gigi pour ça. d'ailleurs. Ouais, j'adore. Ouais, j'ai eu la chance de le rencontrer en personne. J'adore. J'ai le fil de ma pensée. Et donc, en fait, du coup, la question se pose de comment on le fait évoluer, qui a de l'influence sur les changements du protocole, etc. Idéalement, enfin pour moi en tout cas, mais ça fait débat, je pense que ça serait sain d'avoir une meilleure diversité au niveau de ces différentes implémentations. Donc là, comme je disais, Bitcoin Core était ultra majoritaire. Là, avec le drama récent, la part de marché de Notes, qui est l'implémentation de Luc Dash Junior, elle a augmenté. Je crois qu'aujourd'hui, elle est autour de 10%. Donc ça veut dire que 10% des nœuds du réseau Bitcoin utilisent cette autre implémentation. Dans un monde idéal, il y a aussi une autre implémentation, mais qui est ultra minoritaire, qui s'appelle BTCD, qui est développée par Lightning Labs, notamment Rosebeef, mais ultra minoritaire. Dans un monde idéal, c'est bien d'avoir cette diversité parce que justement, ça évite aussi certains vecteurs de centralisation. Parce que si tu as une seule implémentation, admettons, toi, tu veux attaquer Bitcoin au niveau du code, ben, tu as moins de personnes à corrompre pour introduire une faille dans le code. Bon, bien sûr, c'est open source, les gens peuvent auditer le code, etc. Mais ça demande une attention permanente de tout le monde, etc. Donc, si tu as une seule implémentation, ça reste potentiellement plus facile à introduire une vulnérabilité.
Alors que si tu as plein d'implémentations, bah, d'une aussi, c'est des personnes différentes qui vont travailler dessus, des entreprises différentes, des bénévoles différents, etc. Donc, si tu veux corrompre tout le réseau, bah, ça demanderait beaucoup plus de ressources, etc. Et de personnes à corrompre, etc. Euh, donc voilà, par rapport à la gouvernance. Je pense que si on fait peut-être un parallèle avec la gouvernance peut-être de Ethereum, moi, qui rétrospectivement, j'ai pas mal bossé sur les deux. Un truc sur Ethereum, du point de vue des bitcoiners, les bitcoiners pensent que la gouvernance d'Ethereum est centralisée. Je pense que c'est faux, mais c'est juste que, à la différence du Bitcoin, elle est beaucoup plus core dev centrique. C'est-à-dire que c'est décentralisé, mais c'est uniquement des développeurs et des rechercheurs qui se prononcent sur les changements et les utilisateurs ne se soucient pas des changements. Alors que sur Bitcoin, j'aime beaucoup la balance entre développeurs mais aussi les utilisateurs. Et plus j'avance dans ma cheminement de pensée, ma maturité, plus je me dis que c'est sain. Et on veut absolument pas quelque chose qui soit uniquement dev-centrique. Mais c'est pas si simple parce qu'il y a quand même un paradoxe et une tension parce que les utilisateurs, c'est pas facile pour tout le monde de comprendre les tenants et aboutissants de chaque changement technique, etc. Donc, au bout d'un moment, tu as ce côté de confiance par rebond. Donc, des gens qui vont avoir certaines personnes auxquelles ils respectent, etc., qui vont leur faire confiance. Mais je trouve que sur Bitcoin, c'est très sain. Le côté des utilisateurs se soucient des changements sur Bitcoin et s'interrogent. Et par défaut, ils remettent en question tout changement. Par défaut, on change pas, mais toi, tu veux changer, bah vas-y, prouve-nous qu'on a besoin d'un changement. Et je pense que c'est sain de dire la base, c'est pas de changement. Ouais, c'est un peu ce qui s'est passé au final, c'est l'illustration du hard fork avec Bitcoin Cash en 2017. Exactement. Parfaite illustration de ça. Où c'est les utilisateurs qui ont décidé. En fait. C'est Absolument. pas... Là, en fait, et du coup, ce que tu veux dire par là, ça veut dire que même si il y a un consensus des développeurs pour mettre à jour, voilà, il y a une espèce d'attaque, tous les logiciels Bitcoin viennent à être modifiés de la même façon en même temps. In fine, pour que le protocole Bitcoin vraiment change, il faut que tous les utilisateurs mettent à jour leur nœud. Exactement. On peut changer le logiciel, tant que personne le télécharge et le met à jour. Et s'il y en a un qui le fait, bah en fait, si c'est dans le cas d'un hard fork, il va juste créer son hard fork, donc un nouveau Bitcoin avec des règles différentes. Ouais. Et en fait, il va faire tourner un truc qui sert à rien, en fait. Exactement. Et donc, la Block Size Wars, comme tu dis, c'est effectivement l'exemple parfait de ça. Et ça, c'est un exemple que j'adore. Maintenant, je ne sais pas si on serait capable de reproduire une telle circonstance parce que justement, je m'interroge beaucoup. Tout à l'heure, on parlait des ETF, de Michael Saylor, etc. Et dans le hard fork de 2017, des gros acteurs ont perdu au profit des utilisateurs. Par exemple, dans le camp des gros, il y avait Coinbase, etc., qui étaient dans le camp des big blockers, et ils ont perdu au profit des utilisateurs. Et je trouve ça magique dans la proposition de valeur de Bitcoin et du côté de décentralisation, parce que le principe même de Bitcoin, c'est de remettre en question la dynamique des pouvoirs et de casser la symétrie des pouvoirs entre les grandes puissances et les utilisateurs. Je ne sais pas si aujourd'hui on serait capable de réussir une telle prouesse si jamais on avait les micro-stratégies, toutes les ETF, même les États-Unis, les gouvernements, etc., qui se mêleraient dans la gouvernance d'un software et tout. J'espère qu'on pourrait encore reproduire cet exploit, ce petit miracle, mais c'est pas sûr. Surtout que pour moi, il y a un gros problème, c'est que par exemple, les gens disent souvent BlackRock possède tant de BTC. Bon, déjà non, BlackRock les possède pas, ils le possèdent pour le compte de leurs utilisateurs. Donc là, bon, et au final, la possession, elle est chez Coinbase en réalité. Ouais, en plus. Mais moi, ce qui me fait peur là-dedans, et c'est pour ça que je te rejoins, c'est que le fait que tu délègues ton droit de vote. Et c'est comme quand tu places tes fonds chez BlackRock avec une action d'entreprise, tu délègues quand même ton droit de vote d'une certaine façon, sauf si tu es vraiment un gros hodler. Et dans le cas de Bitcoin, ça va être ça. C'est que le problème, c'est que si tout le monde commence à posséder du BTC via des ETF, donc un BlackRock, ça peut être VanEck ou Fidelity, c'est la même chose, mais c'est que là, en cas de potentiel hard fork, bah, tu as délégué ton droit de vote et en fait, c'est BlackRock qui va décider plus que chaque individu qui possède du Bitcoin. Parce qu'en réalité, avec un ETF, ça se trouve, le nombre de hodlers de Bitcoin, entre grosses guillemets, serait le même parce que, en fait, au lieu d'en acheter en self-custody, je vais en acheter via l'ETF. Ouais, et le problème, c'est que tu n'as plus le même droit de vote à ce moment-là enfin, en tout cas, tu donnes plus ton avis de la même façon. Bon, et il y a aussi le fait que, par définition, quand tu fais ça, tu fais pas tourner un nœud aussi. C'est que. Ouais, c'est surtout ça aussi, ouais, je pense. Mais disons que, en fait. De quoi? Parce que c'est vrai que c'est dur et c'est peut-être aussi une question qu'on aura, mais on a l'impression que dans Bitcoin, il y a deux votes un peu différents. Il y a est-ce que tu possèdes tes clés? Est-ce que tu es un acteur un peu économique du système? Et est-ce que tu fais tourner un nœud? Et c'est quand même deux choses qu'on dissocie, qui en même temps sont importantes, quoi. Ouais, complètement. C'est un sujet que je trouve passionnant et
et qui est pas forcément si simple à trancher. Par exemple, j'ai souvent des débats assez houleux avec Alex Berger, qui était chez Bitcoin Magazine et qui maintenant travaille sur Arc. Ne cesse de le répéter. Not your keys, not your coin. Not your case, not your coin. Voilà. Conserver vos bitcoins sur un exchange, c'est mortel. Découvrez le Bitbox O2 Bitcoin Only Edition, l'outil parfait pour reprendre le contrôle de vos bitcoins. Pourquoi confier vos précieux Satoshi à des plateformes d'échange qui peuvent disparaître du jour au lendemain? L'autoconservation de vos fonds n'est pas seulement un choix, c'est une nécessité pour votre liberté financière. Le Bitbox O2, conçu en Suisse, vous offre enfin cette indépendance tant recherchée. Simple d'utilisation, ultra sécurisé et open source, il vous permet de stocker vos bitcoins à l'abri des regards indiscrets et des mains baladeuses. Avec lui, vous devenez votre propre banque. Plus d'intermédiaires, plus de censure, juste vous et vos bitcoins. Et pour noter votre seed phrase sur un backup résistant au feu, à l'eau et à la corrosion, Bitbox vous propose aussi des plaques en métal à poinçonner. Prêt à embrasser la véritable souveraineté financière? Rendez-vous sur bitbox.swiss et utilisez le code promo HowToBitcoin pour profiter de moins 5% sur vos achats. Votre voyage vers l'autoconservation commence maintenant. Sur l'importance de ce que j'appelle le social layer, donc ça veut dire les gens, en gros, de manière générale. Et lui, il a cette thèse qui dit que si tu n'as pas de Bitcoin, ta voix compte pas. Et en gros, pour moi, c'est un peu dangereux de dire ça dans le sens où ça diminue l'importance des utilisateurs qui juste lancent un nœud, peu importe leur nombre de Bitcoin, tu vois. En gros, c'est pas ce qu'il dit, si tu as 0 Bitcoin, tu comptes pas, mais si tu as genre quasiment rien, ça compte pas. Moi, j'ai pas envie d'accepter ça, ne serait-ce aussi parce que ce que ça représente comme symbole. J'ai envie de me dire, non, peu importe le nombre de Bitcoin que tu as, tu es un acteur de Bitcoin et ta voix, entre guillemets, doit compter. Même si tu n'as pas une formalisation d'un système de vote, etc. Et potentiellement, heureusement, parce que ça serait dangereux aussi d'instaurer un système de vote, parce que justement, les gens qui ont énormément de Bitcoin, ils auraient une influence dramatique sur le protocole. Donc, il n'y a pas de définition formelle finalement, et la dynamique de pouvoir et d'influence sur le protocole Bitcoin est très complexe parce que tu as certains qui se disent, une certaine façon de le voir, c'est de se dire, il n'y a que les economic nodes qui comptent, le reste, on s'en fout. Mais si tu dis ça, ça veut dire que lancer ton nœud, ça ne sert à rien. Donc, tu vois, c'est pas si simple. J'arrive pas à trancher ça ou à formaliser ça de manière très structurée. C'est aussi un peu... Pour moi, il y a aussi beaucoup le côté philosophique de ce que représente Bitcoin, etc. Et j'ai envie de me dire, non, c'est important de lancer ton nœud. Et même si tu as des pouillèmes de Bitcoin, etc., tant que toi, tu crois en ce que représente Bitcoin par rapport à la Freedom Tech, par rapport à l'espoir pour l'humanité, etc. Mais bon, c'est un sujet qui est complexe. Ça me fait penser à un parallèle d'un coup, mais parce que j'ai essayé de trouver, parce que je trouve toujours, si on veut analyser ces formes ces phénomènes qui sont nouveaux, comme Bitcoin, en fait, qu'on n'a jamais découvert avant, Ouais. je trouve ça intéressant d'essayer de trouver des parallèles qu'on connaît. Et par exemple, pour moi, ça serait un petit peu faire tourner son nœud, ça serait parler la langue de son pays et de sa démocratie, parce qu'au final, le Bitcoin, c'est une sorte de démocratie. Et avoir ces bitcoins, c'est avoir de l'argent. Et donc, en fait, avec ton argent, tu es capable d'influencer la démocratie. Et il n'y a qu'avec la langue aussi que tu peux interagir et aussi avoir un pouvoir. Et je trouve que c'est un petit peu ça, au final, le protocole Bitcoin, mais en fait, c'est le langage qui te permet de communiquer entre les différents individus. Tu gardes le même dictionnaire, entre guillemets. Et de cette manière, je trouve que d'un coup, ça fait sens. Ok. Et je pense à un autre truc. Intéressante analogie. Ouais. Il faut que j'y réfléchisse plus en profondeur, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. De toute façon, je pense que là, on l'a mentionné depuis tout à l'heure, on peut un peu rentrer dans le vif du sujet, se centrer et faire un petit moment sur la question de Up Return. Alors déjà, premièrement, qu'est-ce que c'est Up Return? Parce que c'est quand même très barbare comme nom. Ouais. Et ensuite, quel est le débat qu'il y a autour de ce sujet en ce moment? Et toi, comment tu te positionnes là-dessus, si tu es positionné? Ouais. Donc, Up Return, c'est un opcode. Donc, qu'est-ce que c'est un opcode? Donc, basiquement, Bitcoin, en fait, il a un mini moteur d'exécution. Tu peux quand même programmer des choses sur Bitcoin. Certaines personnes ont tendance à l'oublier parfois. Tu peux programmer des choses, l'équivalent de smart contract sur Bitcoin. C'est juste que c'est beaucoup plus limité que par exemple ce que vous avez sur Ethereum, etc. Mais il y a quand même cette notion de programmabilité. Donc, tu as un ensemble d'opcodes. Vous qui aimez bien les analogies, vous pouvez voir les opcodes comme des Lego.
des Lego que vous pouvez assembler pour faire quelque chose de plus grand. Donc vous avez des petites pièces. Donc par exemple, une addition, c'est un petit Lego. Faire une signature, c'est un Lego, etc., etc. Calculer un hash, c'est un Lego. Et vous pouvez les assembler pour définir des règles pour Bitcoin que vous associez à un UTXO, donc un morceau de Bitcoin, pour le débloquer. Vous dites, OK, pour XO, par exemple 0,1 BTC, bah, pour le débloquer, moi, je veux pas juste une vérification de signature classique, je veux telle règle. Et telle règle, ça peut être n'importe quoi. Je veux que ce Bitcoin soit dépensé que après 2050, par exemple. Vous pouvez programmer des choses comme ça. Donc, OP-Return, c'est là, c'est Lego. Et ce qu'il fait, c'est très bête et méchant, c'est qu'il permet d'intégrer dans Bitcoin des données arbitraires, n'importe quoi. C'est pas quelque chose qui va être interprété par le protocole Bitcoin, c'est que vous pouvez mettre quelque chose dans un programme. C'est l'équivalent de un graffiti ou un tag que vous mettrez quelque part. Donc, ouais, c'est ça. Par exemple, admettons, tu as un billet, bah, ce serait l'équivalent de faire un petit tag dessus, une petite signature. Ça ne change rien fondamentalement, mais voilà, c'est des données qui ne sont pas interprétées par le protocole. La question là, qui se pose actuellement, c'est sur la taille de ces données qu'on peut mettre dedans, sachant qu'il y a une différence entre les règles du consensus et ce que les nœuds vont accepter. C'est pas tout le temps la même chose. Et c'est ce sujet qui est au cœur du débat. Il y a des gens qui disent non, bah, en fait, on veut le limiter très fortement. Et il y a des gens qui disent on veut être un peu plus permissif et augmenter un petit peu la taille de ces données qu'on peut mettre. Donc, ça a commencé comment le drama? Tout a démarré plus ou moins avec un white paper qui a été publié par la team Citrea. Citrea qui construisent un Bitcoin Layer 2 en utilisant BitVM. Sans rentrer dans les détails, ils ont publié un papier qui dit, en gros, nous, on n'a pas besoin de changement dans Operator, mais si jamais il pouvait être un peu plus grand, ça nous arrangerait dans tel cas de figure qui est censé se produire quasiment jamais, en gros. Donc, il y a des core devs qui ont vu ça, notamment Antoine, qui est français, et qui a vu ça et qui a dit, bah ouais, en fait, c'est peut-être intéressant. Peut-être, en fait, on devrait se poser la question, est-ce qu'on devrait être un peu plus permissif sur les filtres et favoriser un petit peu ce cas d'utilisation potentiellement. Et après, on va dire c'est parti en vrille avec le camp des filter boys qui sont montés au créneau en disant que c'était une attaque sur Bitcoin. Donc, par exemple, tous les Luke Dash et compagnie qui ont dit c'est une attaque sur Bitcoin. Bitcoin Core, donc les gens qui travaillent sur cette implémentation en particulier, sont en train d'attaquer Bitcoin. Il y a eu des accusations dans tous les sens en disant que Citrea avait payé des core devs pour les influencer, etc. En plus, il y a eu une espèce de quiproquo parce que la personne qui a fait la pull request, c'est Peter Todd et pas la personne qui a eu l'idée à l'origine de ce changement. Donc, des gens qui ont accusé en disant oui, c'était voulu pour un petit peu brouiller les pistes, etc. Enfin bref, c'est parti un petit peu en vrille. Et du coup, ça a lancé ce questionnement profond sur la nature même de Bitcoin. Et on est passé d'un débat qui était purement technique, c'est une valeur arbitraire dans le code de ce qu'on met pour qu'est-ce qu'on accepte dans le mempool pour les transactions en ce qui concerne notre return, à un débat fondamental sur la nature de Bitcoin, avec deux camps qui s'opposent fondamentalement. Un camp qui dit Bitcoin, c'est une monnaie uniquement, vraiment uniquement, pas juste grosse focalisation sur la monnaie, mais vraiment Bitcoin uniquement la monnaie. Et l'autre camp, même si je ne peux pas dire qu'il y a des camps parce que c'est pas si binaire que ça en vrai, qui dit en fait on peut autoriser des cas d'utilisation monétaire et avoir un peu plus d'expressivité. Et donc dans ce cas-là, c'est OK d'accepter d'avoir certaines données en plus sur Bitcoin. Nous, c'est un sujet, par exemple, nous, chez Starkware, qui est très important parce que ça revient à questionner sur à quel point on veut rajouter de l'expressivité sur Bitcoin, des possibilités, etc., au travers des layers 2. Par exemple, les layers 2, un ZK Rollup, etc., sans entrer dans les détails, on a besoin d'envoyer justement ce type de données arbitraires qu'on a besoin d'interpréter d'une certaine façon, etc. Donc, c'est un sujet qui est évidemment super important. Donc, c'est un questionnement sur la nature même de Bitcoin, du coup, maintenant. Et il y a le camp des filter boys qui invite à ne plus utiliser Core, à boycotter Core et à passer sur l'autre implémentation dont on a parlé tout à l'heure, celle que je disais qui est en train de monter en part de marché, qui est à peu près autour de 10% aujourd'hui. Et c'est vraiment deux camps qui s'opposent et je trouve ça un peu dommage en vrai parce que, alors moi déjà pour le dire très clairement, c'est du bullshit de dire que Bitcoin Core est en train d'attaquer Bitcoin. Je peux comprendre qu'on remette en question et qu'on se pose la question sur le débat. Le débat il est légitime sur le return, c'est pas le problème. Mais c'est
ces accusations ad hominem en disant ces mecs-là ils veulent attaquer Bitcoin et tout. Enfin, pour moi c'est n'importe quoi, c'est vraiment une théorie complotiste à deux balles. Mais voilà, le questionnement sur la nature même de Bitcoin est intéressant et peut-être que c'est un bon prétexte aussi pour améliorer ce qu'on disait tout à l'heure sur la diversité des implémentations et se dire ok, bah pour éviter ce genre de débat dans le futur, on veut plus de choix. En fait, à la fin de la fin, moi ce que je veux c'est que les gens aient le choix, ils aient des alternatives, etc. Donc on a besoin de cette diversité, etc. C'est juste que moi j'ai un peu peur dans cet appel que les gens disent à boycotter Core pour passer à Notes. Dans l'état actuel des choses, Notes, il n'a pas du tout le même niveau de qualité que Bitcoin Core. C'est principalement maintenu par une seule personne. Il n'y a pas autant de développeurs qui font des code reviews, donc c'est-à-dire qu'ils vont s'assurer que les changements ils sont bien, etc. C'est pas au niveau, si tu veux. Et peut-être encore une fois, c'est serpent qui se mord la queue, et peut-être qu'il faut un appel pour qu'il y ait plus de gens qui l'utilisent, pour dire ok, bon bah il y a plus de développeurs qui vont travailler dessus, etc. Mais ouais, c'est devenu un débat sur la nature profonde de ce qu'est Bitcoin. Et tout à l'heure, tu disais, tu as commencé en disant drama, et tu as dit, je sais pas si on peut parler de drama. En fait, c'est intéressant parce que je pense que c'est peut-être même, c'est pas du tout si exagéré de ça, et peut-être même ça peut tourner en guerre civile si ça continue. Je sais pas si ça pourrait aller jusqu'à un équivalent du Block Size War, mais voilà, il y a des gens qui commencent à se dire, ouais, bah finalement, il y a peut-être un des deux camps qui devrait forquer, tu vois. Il y a peut-être, tu sais, des petites provoques qui sont lancées des deux côtés qui disent, ok, bah allez-y, forquez les gars. Et les autres qui disent, bah non, vous forquez les gars. Donc je sais pas où ça peut aller. Et je trouve que c'est intéressant parce que par contre, là où je te rejoins sur le côté c'est une niche, c'est que la majorité des gens avec qui je parle, qui sont pas vraiment des gros bitcoiners, etc., ils n'ont aucune idée qu'il y a ce drama en cours. Et je me dis, mais c'est incroyable que presque au bord de la guerre civile, même si j'exagère un peu, et que les gens ne se rendent pas compte, et encore moins le grand public, parce qu'on est proche de la TH, etc. Et les gens ne savent pas qu'il y a peut-être un risque de fork ou de guerre civile qui se propage. Et je trouve ça fascinant, en fait, cette dichotomie. Ah, c'est vrai que même nous, qui sommes quand même pas mal dedans, on met ça un peu de côté, quoi. Ouais. On se rend même pas vraiment compte de l'ampleur. C'est vrai qu'il y a pas, je sais pas, je vois pas tellement de contenu là-dessus non plus, ou en tout cas, ça m'est pas vraiment proposé. Et puis c'est vrai que si tu vas pas le chercher, ça vient vraiment pas à toi. Ouais. Et nous, ça met en lumière la puissance des algorithmes. On se fait tous niquer par les algorithmes, excusez-moi du terme. En fait, si tu... Ouais, ce que te montre ton feed Twitter, ça t'influence considérablement sur ce que tu vois. Et du coup, parce que moi, par exemple, j'ai énormément de contenu lié à ça. Et du coup, peut-être que ça amplifie mon côté de dire, ouais, c'est une guerre civile. C'est peut-être pour ça, parce que je vois que ça quasiment. Vraiment, hein, je vois énormément de contenu lié à ça, tu vois. Et c'est normal, parce qu'en fait, j'engage sur ce truc-là, etc. Je m'intéresse. Du coup, bah, l'algorithme me conforte encore plus dans ça. Et c'est dramatique quand tu dis ça. Si tu mets ça sur les sujets politiques encore plus graves, entre guillemets, tu te dis, voilà, la puissance de ces trucs-là, ça fait peur. Ça, combiné à l'IA, c'est dramatique. Mais bon, c'est un autre sujet. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai que ouais, moi je me fais la réflexion tout le temps. C'est pour ça que j'ai un peu stop Twitter aussi, enfin X du coup. C'est que tu es dans une chambre d'écho permanente. Ouais. Et ce qui est bien, c'est de souvent. Après, le problème, c'est que j'essaye des fois de me reconnecter au réel, tu vois, en parlant avec des potes, avec des trucs comme ça. Mais après avoir parlé avec eux, je me dis, mais eux non plus, ils sont pas dans le réel en fait. Parce qu'eux, ils me parlent de leur chambre d'écho à eux. Parce qu'en fait, ils s'intéressent qu'à un sujet. Et en fait, à chaque fois, tu te dis, mais attends, c'est quoi le monde réel, vraiment objectif? Mais en fait, il n'existe pas. Parce qu'à chaque fois, tu rentres dans une chambre d'écho avec quelqu'un. Alors, faut soit c'est super intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser, en fait, est-ce que le côté de ces algorithmes, en fait, sont pas le reflet de ce qu'on a naturellement dans la vraie vie? Est-ce que nous, on s'associe à des gens qui ont des biais de confirmation sur nos opinions, etc. Est-ce que naturellement, on a peur de se heurter à des gens qui ne sont pas dans notre chambre d'écho? Ouais, ok, c'est ça. Et en fait, c'est très dur, en final. C'est super dur de savoir. Ouais, c'est quoi le monde réel? C'est quoi la vie des gens et tout? Ouais, voilà, c'est vrai que c'est super. De rester froid, parce qu'en plus, c'est renforcé par le fait qu'on se dit, bah maintenant, on a des systèmes d'information et des technologies qui permettent de faire passer l'information à la vitesse de la lumière très rapidement. Donc on se dit, bah, en fait, on est informé de tout en temps réel partout. En fait, j'ai presque l'impression que c'est pire. C'est pire en fait. On a plus de bruit. Il y a énormément de bruit et en fait, extraire le signal, c'est très compliqué. Sauf que, bah, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens vivent du bruit. Hein. Enfin, le principe je sais pas, par exemple, d'une chaîne d'information, c'est de diffuser du bruit. Ça diffuse très peu de signal. Bref, on a divergé, mais en vrai, du coup, c'est assez révélateur, c'est vrai, même de ce sujet-là. Est-ce que vraiment, finalement, c'est tant un problème? Est-ce que ça préoccupe tant les gens ou est-ce que c'est un truc de niche pour les devs comme toi? C'est vrai que moi, j'en entends un peu parler vite fait, mais peut-être aussi parce qu'on se désintéresse de Bitcoin au quotidien, qu'on s'intéresse plus à d'autres sujets parfois. C'est vrai que là, objectivement, tu es un peu dans la communauté, il se passe rien. Franchement,
objectivement, tu te dis, ouais, bah, Bitcoin va bien, il est à 110 000, tout va bien, to the moon. Il y a plein d'entreprises qui l'adoptent. Et on n'est pas en train de se dire, non, mais attends, il y a peut-être un 2017 bis qui est en train de se faire. Et le pire d'ailleurs, c'est que la plupart des gens ne savent même pas ce qui s'est passé en 2017 en réalité. Oui, c'est vrai aussi. Ils n'ont aucune idée de tout ce qui s'est passé, alors qu'il y a quand même des bouquins, dont un bouquin que vous pouvez acheter chez Consensus de Block Size War, que je vous recommande. Et vous avez Ok. moins 10% avec le code How to Bitcoin. Voilà, le placement de produit. Il s'appelle comment le livre? The Block Size War, Ok. La guerre des blocs. la guerre Ouais. des blocs, oui. C'est vrai que, en plus, je suis con parce que acheter plutôt l'édition française qui a été traduite par Consensus. C'est ça. J'ai oublié le nom de l'auteur, c'est Jonathan Bier. Je le mettrai peut-être à l'écran. J'ai oublié son nom exact. Mais justement, c'est pour comprendre ce qui s'était passé en 2017 et que c'était pas juste on a créé Bitcoin Cash. Non, en fait. Ouais. C'était. Non, c'est intéressant de regarder l'histoire de ce qui s'est passé. Vraiment, je suis d'accord avec toi. Ouais. J'invite les gens à lire ce livre. Je ne connais pas la qualité de ce livre, mais j'imagine que c'est un bon livre si tu le recommandes. Mais ouais, c'est des événements historiques très intéressants et assez passionnants. Ouais. Et du coup, donc pour toi, pour un peu trancher le sujet, donc pour toi, Bitcoin, tu es plutôt dans la team Bitcoin, c'est une grande base de données, un serveur d'horodatage sur lequel on peut faire plusieurs choses ou on le limite à une monnaie ou c'est plus un spectre où tu te dis bah il y a un juste milieu à trouver. Ouais. Réponse courte, plus un spectre où il y a un juste milieu à trouver. Ouais. Dans le sens où, comme je le disais au tout début, je suis de plus en plus dans le camp de fix the money first. Mais je pense que l'un des moyens de le fix la money, c'est d'être un peu plus permissif sur ce qu'on peut utiliser comme données sur Bitcoin. Par exemple, pour justement avoir le scénario dans lequel je disais que les Layer 2 vont payer le budget de sécurité de Bitcoin. Pour ça, on a besoin d'étendre un peu plus que ce qui est possible de faire aujourd'hui potentiellement. Mais c'est un moyen pour moi d'améliorer la monnaie. Mais en gros, le problème de ça, c'est que il y a une sorte de moment charnière dans lequel si tu ouvres la vanne un peu trop, ok, certes, tu vas débloquer la possibilité de faire ce que je te disais, donc scaler la monnaie, le paiement, etc. Mais aussi, tu vas apporter tout un florilège de cas d'utilisation que tu n'as pas forcément envie d'avoir. Et après, fondamentalement, j'ai envie de me dire, Bitcoin doit être suffisamment résilient pour fonctionner même dans un modèle où il y a énormément de transactions qui représentent ce que certaines personnes considéraient comme du spam, parce que la notion déjà de spam est plus ou moins arbitraire. Donc, parce qu'en gros, si tu vas à l'extrême, c'est l'idée de se dire, tant que c'est valide au niveau des règles du consensus, c'est valide. En fait, j'ai pas mon mot à dire. Si la personne a payé des frais et que c'est validé par les nœuds, je suis qui pour dire que c'est du spam? Parce qu'en fait, les dérives aussi de trop donner d'importance aux filtres et dire ça c'est du spam, etc. C'est quid de se dire ouais, mais non, en fait, les coins de Satoshi, on veut jamais qu'ils dumpent. Non, on va plutôt les confisquer, c'est du spam, et on met des règles pour filtrer les transactions. Tu vois, je dis des exemples bidons. Mais à partir du moment où tu fais une distinction entre les règles de consensus et ce que les gens filtrent sur leur nœud, c'est pas anodin. Donc, j'ai envie de me dire, si Bitcoin doit être résilient, et en plus, si c'est valide au niveau du consensus, il faut être capable de le gérer, quoi. Mais je suis complètement d'accord avec toi sur le sujet du spam, et justement, c'était à l'époque d'Ordinals. Pour moi, en fait, la réaction des spammers, enfin de ceux qui considéraient ça comme du spam et qu'il fallait absolument le bloquer et machin, pour moi, c'est une réaction, vous m'excuserez l'expression, mais de cuck, parce qu'en fait, ça veut dire que Exactement. t'as vraiment peur que Bitcoin meure parce que des mecs veulent mettre des images de chats. Et en fait, si Bitcoin meurt à cause de ça, mais qu'il meurt, en fait. Oui, Vraiment l'idée c'est de résister à des attaques d'États-nations coordonnées des superpuissances mondiales. Et on a peur des images de chats. Exactement, t'as raison, c'est un truc de cuck de dire. T'as raison, mais qu'il meurt en fait. S'il peut pas survivre à ça, on est déjà perdu. Vraiment, faut en finir tout de suite parce que ça ne sert strictement à rien. Genre, en plus, surtout que, vraiment, faut faire tu fais le calcul économique 5 minutes, tu te rends compte que c'est complètement débile. Les mecs vont pas payer 100 balles par transaction pendant un an. Mais oui, c'est pas sustainable. Là, ça marche par pic parce qu'il y a des vagues de spéculation, mais ça, c'est pas du tout tenable dans la durée. Donc, Voilà, donc on passe un coucou d'ailleurs à tous ceux qui ont profité de cette vague et qui nous harcelaient sur Twitter pour dire oui, vous vous intéressez pas à Ordinals, au BRC20, je sais pas quoi. Bon, vous êtes où voilà, allez, next. Parce que c'était vraiment... Non, mais c'était Atomico, ouais, les trucs comme ça, là. Les mecs qui nous harcelaient avec ça. Il y avait des communes, même francophones, qui étaient... ok. Je m'étais retrouvé dans un space à parler avec des espèces d'illuminés qui me disaient non, mais on est en train de révolutionner Bitcoin et tout.
J'étais Ah là: «Mais ouais! vous êtes des fous furieux, en fait» et ils ont scam, Ah, beaucoup de gens, des Français, OK, parce que moi j'avais vu beaucoup ce phénomène-là, mais plutôt en Asie, principalement en Chine, des méga degen sur ces trucs-là. Mais je savais pas qu'en France aussi il y avait des cas comme ça. Il OK. y avait des branches aussi chez nous, ça se Ouais, développait. Mais les mecs étaient complètement illuminés, hein. Et j'ai l'impression D'accord. qu'ils y croyaient en plus, hein, c'est assez Ah, c'est incroyable. chaud. ouais, moi, c'est ça qui me faisait peur, c'est qu'en fait, le mec, il te présentait une interface où, en gros, bah, tu avais des genre, c'était vraiment, en fait, juste une surcouche logicielle pour visualiser, leurs ordinals et tout, donc avec leurs images à la con et ils disaient: «Ouais, ça, c'est une révolution, machin» et les gens étaient prêts à mettre énormément d'argent Ah et ouais. il y avait l'histoire d'Atomico, là, je crois, où les mecs payaient, Ah, je sais plus j'ai pas combien, ils payaient 1 sat, les 1 000 000 de sats, le sat. C'était un truc comme ça En et fait, c'était pas juste des scammers qui se vendaient du bullshit sciemment. Le pire, c'est qu'ils y croyaient vraiment. Ouais, limite, ça me fait plus de la peine encore, hein. c'est Tu ça dis, qui me waouh. faisait très, très peur et où j'étais du Ouais. coup, j'essayais d'être bienveillant avec eux parce que je me disais: «En fait, Oui. là, vous êtes pas juste des scammers que j'ai envie d'insulter, Ouais. c'est que vous êtes Ouais, en c'est ça. danger. Vous êtes Vous paumés, êtes les gars. Ouais. vous êtes en train de vous séparer de vos BTC pour des bah, en Hum. fait, vous divisez par 1 million le nombre de Ouais. BTC que vous avez, enfin de sats, pour rien» et c'était flippant. Bref, Ouais. petite OK. parenthèse. Hem, on va garder pour la fin, là, j'avais quand même un truc qui me venait en tête, mais vu que c'est très technique, je veux pas non plus qu'on assomme les gens. C'était le sujet de Hopcat et CTV qui, je pense, te parle quand même pas mal. Donc le fait de pouvoir avoir de la récursivité sur les transactions Bitcoin qui permettrait de faire tourner les layers 2. Je voulais juste mentionner un point que tu as cité rapidement tout à l'heure, et c'est un sujet dont on entend quand même très souvent parler, et notamment au niveau des attaques, c'est le sujet quantique. Alors, je trouve que c'est un sujet dont on parle beaucoup et où très peu de gens sont éclairés sur le sujet, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, parce que c'est pas un sujet évident déjà, dans un premier temps. Euh, si tu peux nous faire peut-être une rapide synthèse de déjà, quel est le rapport entre l'ordinateur quantique et une potentielle attaque sur Bitcoin? Déjà, où se situe la potentialité d'attaque? Parce que j'ai l'impression que déjà les gens ne comprennent rien. Ils disent ordinateur quantique comme si c'était un truc, tu le branches sur Bitcoin Core et ça y est, c'est cassé. OK. Waouh, c'est pas facile à vulgariser, mais OK. Ouais, OK. Parce que c'est un L'ordinateur, sujet ouais. d'étude un peu, toi? C'est un Comment? des sujets qui t'inquiète et que tu étudies? Ah ouais, c'est un des sujets qui m'inquiète. Ouais, et puis en fait, nous, ça nous intéresse particulièrement parce que justement, la nature même des Stark, qui est une famille de Zero Knowledge Proof, et justement qu'elles sont résistantes aux attaques quantiques. Donc effectivement, c'est un sujet qui nous parle beaucoup, qui nous intéresse, et qu'on pense que justement notre technologie peut aider parce qu'elle est résistante aux attaques quantiques, justement. À la différence d'autres familles de Zero Knowledge Proof qui sont vulnérables aux attaques quantiques de la même manière que Bitcoin sur un certain point. Donc, en termes d'éléments cryptographiques sur Bitcoin, on a principalement deux choses différentes. On a les fonctions de hash qui sont massivement utilisées pour le proof of work, pour plein de choses, mais notamment pour le proof of work. Donc, c'est pour résoudre ce fameux puzzle au niveau du proof of work, c'est plein de fonctions de hashage. Vous prenez une entrée, vous avez une sortie de taille fixe que vous pouvez faire facilement dans un sens, mais impossible dans l'autre sens, etc. Ça, c'est pas vulnérable aux attaques quantiques. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, les signatures digitales qui sont utilisées sur Bitcoin sont potentiellement vulnérables aux attaques quantiques. Donc, il y a plusieurs familles dans la cryptographie, mais dans la cryptographie asymétrique, et notamment sur les signatures, et l'utilisation des courbes elliptiques, ça serait particulièrement vulnérable aux attaques quantiques. En gros, les ordinateurs quantiques seraient particulièrement efficaces pour, à partir d'une clé publique, être capable de retrouver la clé privée et donc de forger des signatures malicieuses. Donc, par exemple, vous avez des bitcoins stockés sur une clé privée, et ben un ordinateur quantique qui connaîtrait votre clé publique, il serait capable de l'attaquer. Donc, il y a particulièrement des adresses qui sont vulnérables à ça sur les anciens formats dans lesquels on révélait les clés publiques pour l'utiliser. Parce que Maintenant, sur une... ouais, bah, tu allais peut-être le dire, mais je voulais juste Là, remettre vas-y. un point là-dessus, mais c'est qu'aujourd'hui, par exemple, si tu te balades sur, Mempool, ce que tu vois, c'est pas une clé publique, c'est Ouais. une adresse. C'est Ouais, c'est dérivé l'adresse qui déjà a un d'une hash, clé publique. exactement. Voilà. Ouais, en fonction il y a plusieurs types Ouais. de... Ouais.
Ok. Ouais, Juste tout à fait. définir un peu ce système-là, parce que souvent on dit ouais, je t'envoie une clé publique. Mais en fait, non, c'est déjà une dérivation d'une clé publique. Exactement. Et donc là, dans ces cas-là, t'es pas vulnérable aux attaques quantiques parce que tu as une couche de protection qui est justement la fonction de hachage qui est souvent utilisée pour passer d'une clé publique à une adresse. Mais il y a plein d'adresses qui sont vulnérables, notamment beaucoup des adresses historiques qui ont beaucoup de BTC. Je sais plus exactement la liste des adresses qui sont connues pour être déjà vulnérables à des attaques quantiques le jour où ils seront suffisamment performants, mais ça représente quelque chose de significatif. Euh, donc, globalement, pour le quantifier à quel point cette menace est sérieuse ou pas, c'est très difficile parce qu'il y a aussi le côté de on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et en fait, on ne sait pas, par exemple, ce que des superpuissances, où ils en sont, etc. Tu vois, il n'y a que ce qui est connu publiquement, des rapports de Google qui communiquaient de temps en temps leurs avancées sur le quantique, qui sont quand même assez impressionnantes, même si, même dans l'état actuel, c'est pas dangereux du tout. Hein. Ça ne représente pas du tout une menace pour casser des clés sur Bitcoin aujourd'hui. Mais ça la progression est rapide quand même. On se rend compte que la progression est rapide et c'est surtout que, comme dans beaucoup de domaines, c'est à quel point les gens, les entreprises mettent de l'énergie à avancer sur le sujet. Et comme ça devient un sujet qui est de plus en plus important, il y a de plus en plus de financement, etc. Donc ça va potentiellement, ça va encore s'accélérer. Donc je pense qu'il faut être précautionneux et se dire, ouais, faut miser sur le, entre guillemets, presque le pire scénario dans lequel on ne sait pas où ça en est réellement et en misant sur le côté de ça va s'accélérer fortement. Donc, il faut commencer à se préparer. Donc, pour moi, je suis pas en train de me dire, ouais, c'est urgent, il faut qu'on change tout pour passer à un système résistance d'attaque quantique, etc. dès demain. Ça va prendre du temps, mais il faut quand même se préparer parce que dans un scénario comme ça, où on aurait besoin potentiellement d'un hard fork, faut pas juste se dire oui, bah, on va coordonner un hard fork, tout va bien se passer, etc. Parce qu'il faudra laisser suffisamment de temps aux gens pour migrer d'adresses vulnérables à des adresses qui sont plus vulnérables, à des utilisations de nouveaux algorithmes de signature qui sont résistants au quantique ou ce genre de choses. Il faudrait laisser une période tampon significative pour que les gens puissent se préparer progressivement. Donc, faut pas miser sur un hard fork d'urgence pour tout fixer. Après, il y a pas mal de débats philosophiques dans la question. C'est quid des coins de Satoshi, par exemple? Est-ce qu'il faudrait les confisquer, etc. Moi, personnellement, je suis absolument contre. Et il y a cette idée que de dire, en fait, bah, c'est une sorte de bounty, donc de prime, pour accélérer le quantique. Ok, bah, en fait, si vous arrivez à. C'est bien, vous méritez limite de les voler, en fait. Ouais. En vrai, moi, j'aime bien cette thèse de dire, bah ouais, en fait, ça fait, entre guillemets, ça fait progresser la science et la technologie. Ouais, certes, il y aura des dommages, etc. Mais je suis absolument contre la confiscation parce que, enfin, ça remet clairement en question la notion de souveraineté, self-custody, etc. Si on commence à se dire de manière arbitraire, on peut confisquer des coins des gens, où est la limite, quoi. Donc moi, je considère, ouais, c'est une prime pour le quantique. Ben, en fait, c'est une course maintenant. Et il faudra être prêt avant et il faut se préparer. Ouais, c'est un peu ça ma vision sur le sujet. Ça sera un bon moyen pour faire des transactions sur le sur Bitcoin. Parce que là, comme tu le dis, il y a un moment, il faudra migrer donc toutes nos Ah ouais. UTXO. Donc il va Ouais. falloir refaire des transactions on-chain. Ah bah là, oui, tu peux dire que les On gens, je pourra pense qu'ils peut-être vont avoir sauver une Bitcoin incentive sur à. On va fixer sécurité budget en même temps que fixer le quantique. Et ben voilà, d'une C'est pierre deux peut-être ça coups. la solution en fait, c'est une course contre l'ordinateur quantique. Ok. Mais peut-être pas Parce que pensé. ouais, c'est vrai qu'il y a souvent un amalgame qui est fait, et tu me dis si je me trompe, mais du coup, la menace quantique menace pas en termes d'algorithme de hachage le SHA-256 qu'on entend souvent, qui permet le passage donc des clés publiques aux adresses, si je dis pas de conneries, mais c'est DSA. C'est l'algorithme de hachage qui est utilisé La signature. pour les signatures. Et donc Ouais. c'est lui, et donc ok. Non, c'était plus pour ma compréhension personnelle. Ouais. Ok, et dans ce cas, ouais, donc c'est là où il faudrait. Parce que du coup, j'ai quand même du mal à me représenter comment une transition se ferait au niveau de l'algorithme enfin de CDSA vers Bien autre sûr. chose. Il y a des gens qui travaillent activement sur le sujet, hein, d'ailleurs. Hein. Il y a pas mal de Ouais, gens, notamment, il y a une personne sur Twitter que je vous invite à suivre si vous voulez vous intéresser au sujet, qui s'appelle Hunter Beast. Il travaille à fond sur le sujet. Il a même proposé un BIP. Je ne sais plus le numéro du BIP. Je vais essayer de le retrouver. Il travaille activement sur le sujet. Nous, on est en discussion avec lui, justement. On est en train de voir est-ce que, justement, les Stark pourraient être utiles. Voilà, BIP 360, si vous voulez le référer dans le truc. ok. Et Hunter Beast, je peux vous envoyer.
Pour ceux qui nous dans le écoutent, futur. un BIP, c'est un Bitcoin Oui, Improvement Proposal, et du coup, c'est une proposition d'amélioration du protocole Bitcoin. exactement. Ouais, c'est comme ça que sont packagés en fait à chaque fois une nouvelle pull request sur le repo GitHub de Bitcoin en fait un peu. En fait, tu fais une Ouais, page de README, tu expliques en fait qu'est-ce que tu vas faire et tu mets BIP avec le nom et tout et les titres. et le BIP, ça peut être plus général que ça. C'est pas forcément que du code. Par exemple, pour la façon dont on fait les activations des softworks, il y a des BIP pour ça. BIP 9 pour les UASF, MASF et compagnie. Donc les BIP, c'est pas forcément que du code. Mais oui, le code aussi, les changements, etc. Donc je vous ai envoyé quelques liens si vous voulez transmettre à l'audience pour le BIP 360. L'idée, c'est vraiment de rendre Bitcoin quantum résistante. Et il y a des idées sur comment faire cette migration, etc. Il y a plusieurs approches qui sont étudiées en parallèle. Donc, je trouve ça sain qu'il y a des gens qui commencent déjà activement à travailler sur le sujet. Je pense qu'on voit aussi une accélération du financement dans les deux sens. Aussi pour résister, du financement pour résister aux attaques quantiques qui s'accélèrent. Donc, ça, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Donc, ouais, j'ai envie de dire, c'est un peu comme sur les sujets qu'on a abordés avant. Le problème, c'est de faire l'autruche, quoi. Oui, exactement. Pour moi, je le mets dans le même ordre que le security budget. Pas forcément dans la même timeline en termes d'échelle de priorité. Mais oui, c'est exactement. La première étape, c'est de ne pas être dans le déni du problème pour pouvoir le Ouais. fixer. Pour toi, donc le problème de budget serait même prioritaire par rapport à Ouais. un problème quantique là. Ouais. Donc Ouais, là pour le vraiment, dire c'est un clairement. apport pour toi, ouais. Ouais, Parce que moi, j'ai l'impression en qu'il y avait termes de quand même priorité, oui. J'ai l'impression qu'il y avait plus de temps quand même que. Genre, déjà, en fait, le réseau était surprotégé aujourd'hui et qu'on pouvait se permettre encore d'avoir des gens qui quittent le navire. Ouais. Et que de toute Ça dépend manière. du prix, en fait, hein. Si on rentre dans un bear market sévère, etc., je pense que dès le prochain halving, on peut commencer à se poser un petit peu la question. Bon. Après, ça dépend de l'échelle de temps qu'on considère pour le quantique, hein. Moi, je considère que, entre guillemets, à la grosse touche, qu'on a à peu près 5 ans, tu vois, et je suis assez. Je pense que je suis dans la tranche la plus pessimiste. Je pense qu'en réalité, c'est potentiellement même un peu plus. Mais encore une fois, je préfère prévoir le worst case dans le côté on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et ça va s'accélérer. Donc c'est pour ça que je me dis, bon, bah, il faut que globalement, dans les 5 ans à venir, on ait une vision claire de au moins comment faire, de préparer la transition. Voilà. Je pense que c'est le moment de parler de notre sujet favori, Ethereum. Toi, en fait, moi, je t'ai connu. Enfin, je t'ai connu, mais tu me connaissais pas. C'était en voyant le replay de ton débat avec des maxis à Surfing, donc il y a 2 ans ou 3 ans. Ouais, C'était Surfing c'était 2022? 3 ans. 3 ans, donc 2022. Pourtant, toi, t'étais le seul à défendre Ethereum. Et en face de toi, tu avais des Kevin Loïc, je crois qu'il y avait, il y Il n'y avait pas avait, je dis. il y avait Gilles, je Ouais. crois qu'il y avait Gilles aussi, des sacrés personnages. Et j'étais sorti de ça en me disant, ah putain, enfin quelqu'un qui est lucide et qui, comment dire, qui a une vision assez holistique du sujet crypto et qui est pas enfermé encore une fois, dans sa chambre d'écho, d'éthériste ou de bitcoiner. Et c'est valable dans les deux sens. Et j'avais trouvé ça cool et j'avais Merci trouvé. déjà. C'est exactement ce que j'essaie de faire. J'essaie de ne pas m'enfermer et de rester justement être le plus nuancé, objectif possible. Ouais, donc merci. Avec plaisir, parce que moi, ça m'avait. Alors, pour être honnête, ça m'avait pas ouvert l'esprit sur Ethereum, j'avais déjà Bien sûr. fait mon avis. C'était pas ma prétention, hein, de toute façon. Mais non, par contre, ça m'avait permis de me rendre compte. À l'inverse, tu m'as fait me rendre compte en parlant de plein de failles d'Ethereum dont j'avais même pas. Dont j'avais pas. Donc je t'ai fait dire c'est encore pire que ce que tu pensais en fait. Non, après, c'est vrai que tu as un peu confirmé mes biais sur certains points, mais de toute façon, j'avais déjà mes convictions, même si je continue à m'intéresser au sujet à l'époque. Du coup, avant que vous me posiez une question, est-ce que je peux moi vous poser une question? Parce que j'aimerais bien justement bien sûr. avoir votre point de vue sur qu'est-ce qui vous avait fait disqualifier Ethereum depuis le début. Même si j'ai globalement plus ou moins des idées en tête, mais je préfère vous laisser l'opportunité d'expliquer. Parce que ça pourrait me permettre aussi peut-être de rebondir sur ce que je peux confirmer rétrospectivement, peut-être là où j'avais des lueurs d'espoir, où je m'étais leurré et que maintenant je le reconnais, etc. Donc c'est peut-être intéressant qu'on commence dans ce sens-là. Ouais, bien sûr. Si tu veux, je commence. Moi, nous, on a découvert, on a quand même eu à peu près le même parcours, mais en 2017, on découvre les cryptos. Ok. Jusqu'en 2021, on était des crypto-bros un peu dégés. Ok. Donc, on a fait les 2 D'accord. cycles comme des débiles. Ok. D'accord. Moi, le shift s'est fait parce que j'ai perdu beaucoup d'argent sur l'UST. Voilà. Ok. Donc, alors moi, vraiment, hein,
pour être tout à fait transparent, c'est pas une épiphanie technologique ou quoi. C'est Ouais. vraiment d'abord la perte d'argent. D'accord. Le fait qu'il a fallu que je me concentre sur un actif qui a de la valeur et qui fait quelque chose, et de pouvoir dormir tranquillement parce que je commençais à avoir du mal à dormir. Et après, il y a eu l'aspect philosophique que Victor m'a un peu envoyé en lisant Intéressant. le Bitcoin standard, puis des bouquins, et où là, je me suis dit, ok, non seulement je préserve mon avenir financier, mais philosophiquement, je suis aligné avec mon investissement. Ah, ok, magnifique. Donc, ouais, le parcours de tu t'es fait rect, c'est ça qui t'a été le wake-up call, qui t'a de... Ouais, ok, très intéressant. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Et après, il y a deux chemins possibles. C'est soit, bah, t'abandonnes complètement, ou soit tu te réveilles et tu te dis, ouais, ok, Bitcoin est différent. Ok, très intéressant. C'est passé. Ok. Et toi, Victor, du coup? Je crois, parce que ça remonte quand même déjà il y a un peu de temps, et puis c'est toujours des cheminements logiques qui sont compliqués. Mais c'est surtout qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que chaque cas d'utilisation d'Ethereum, je comprenais plus exactement c'était quoi le but. Ouais, d'accord. Et qu'à chaque fois, on essayait de... Ouais, changement de narratif, proposition de valeur, etc. Ouais, et puis même tous les projets crypto en général, je me disais, peut-être à part l'USDT et du Monero, je me disais, mais en fait, bah, t'as juste besoin d'une base de données, quoi. Ok. T'as pas besoin de ça. En fait, à chaque fois, j'arrivais à la conclusion que les cryptos, c'était un super moyen pour des entreprises de venir financer le refacto de leur système d'information. Et que c'était tout. Ok. Et que D'accord. d'un coup, en fait, tu avais des cons qui se mettaient à payer. Et c'est même pas en plus d'un investissement. Pour moi, c'était plus du don. Tu fais une donation à l'entreprise pour investir dans son infrastructure. D'accord. Et à chaque fois, je me disais, mais en fait, il n'y a aucun intérêt. À chaque fois que j'avais une discussion avec un mec qui était convaincu, j'arrivais pas à me laisser convaincre. Ouais. Genre, d'un coup, ça passait plus. Et par contre, voilà, en même temps, j'avais la proposition de valeur de Bitcoin que je me disais, mais en fait, c'est C'était juste clair. incroyable. Ouais, Ça, d'accord. c'est très, très fort. Et en plus, ça faisait sens que ça venait à l'origine. Il y avait une vision claire. Le problème, on l'avait identifié, on voulait le résoudre. Et après, genre, quand tu retraces un peu l'historique, je me dis, mais en fait, il y en a juste un qui s'est glissé, qui a parasité la vision d'origine, et qui s'est dit, tiens, moi, je vais faire quelque chose avec ça. Et, D'accord. et pour moi, bah, c'était raté, quoi. Après, D'accord. peut-être que tu peux encore me convaincre du contraire, mais aujourd'hui, je le vois pas trop. Très intéressant. Je vais rebondir, vous poser des questions peut-être complémentaires sur d'autres trucs, mais c'est super intéressant. Est-ce que, déjà, première question, est-ce que maintenant que vous êtes passé du côté Bitcoin Maxi, etc., est-ce que vous avez quand même le sentiment que Ethereum est différent de tous les autres Alt Layer 1 ou pas du tout? Ou alors ça vous intéresse même pas d'essayer de voir s'il y a des distinctions? Moi, j'ai essayé un petit peu. Après, il y a un autre problème, c'est que j'ai déjà du mal à suivre Bitcoin Ouais, d'accord. Ok. et suivre Ethereum. C'est juste une question de Et temps et de focus et voilà, d'attention que tu peux pas partager. en fait, le truc, c'est que par extension, bah, si tu veux suivre Ethereum, enfin, dans cette perspective, faut suivre aussi Solana, faut Oui. suivre aussi. Et en Si fait, tu veux pouvoir comparer. j'ai pas la prétention déjà d'avoir les connaissances suffisantes. J'ai fait une vidéo récemment, par exemple, sur des problématiques d'Ethereum, et je le dis dans la vidéo, c'est pas moi qui l'ai écrite. Je comprends ce que je dis, j'ai fait des recherches, mais j'ai pas du tout le niveau suffisant pour avoir cette prétention. J'ai des convictions maintenant que j'essaye de pas avoir religieuses, mais Ouais. non. Donc aujourd'hui, je D'accord. défendrais pas plus Ethereum que Solana, par exemple, tu vois. D'accord, ok, très clair. Et donc ça, c'est intéressant. Et et puis en plus, de toute façon, je me dis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, ça serait contradictoire avec ta volonté d'apaiser ton esprit, d'être tranquille, parce qu'en fait, tu fais aussi ça pour te concentrer, de pas avoir à penser à tout ça, parce que c'est une charge mentale en fait, si tu dois comparer les nuances et tout. Ok. Ouais, très intéressant. Et toi, du coup, Victor, moi, j'ai l'impression que plus que la côté. Donc, Alex, c'est principalement le fait de se faire rect qui lui a fait se réveiller. Toi, c'est plus, Victor, le côté, la couche applicative d'Ethereum auquel tu croyais pas. Tu te dis, bah, en fait, ça n'avait pas de valeur, de proposition de valeur, etc. Plus que le protocole Ethereum en lui-même et son niveau de décentralisation, de résistance à la censure, etc. Parce que ma question complémentaire que j'avais pour vous, c'était est-ce que vous reconnaissez quand même des origines cypherpunk à Ethereum et que les racines de Ethereum sont les mêmes que celles de Bitcoin en termes de volonté, etc. Même s'il y a objectivement des différences dans la façon, par exemple, dont ils ont été lancés avec un pré-mine, etc., qui sont des choses importantes, mais qui remettent pas forcément en question pour moi les racines cypherpunk de Ethereum. Mais je sais pas si vous vous êtes posé la question. À l'époque,
de Si, ce que si, je comprends, vous étiez pas forcément intéressé par cet aspect-là, donc peut-être que vous n'avez pas venu sur Ethereum pour ça à la base et que vous faisiez déjà pas la différence entre Ethereum, Solana, etc., sur le côté cypherpunk, etc. Mais Moi, ouais, pour être tout à fait honnête, je me suis pas posé la question une seule seconde. ouais, Et ok. après, même rétrospectivement, j'ai envie de dire, et même sur Bitcoin au final, j'essaye de pas prêter des intentions, mais plus de regarder ce qui se passe et ce qui est fait. C'est-à-dire, D'accord. tu vois, par exemple, Bitcoin, on dit souvent, oui, c'est pas la volonté de Satoshi, c'était pas sa vision. En vrai, sa vision, moi, pour être honnête, je m'en fous, parce Oui. que c'est pas le protocole de Satoshi. Ok, c'est très intéressant de comprendre, d'étudier. Maintenant, si ça va à l'encontre de l'idée qu'on s'est fait de sa vision, et pareil pour Ethereum, si Ethereum devient l'encontre de la vision de Vitalik au début, j'ai envie de dire, bah en fait, de toute façon, sa vision, on s'en fout. Ce que c'est devenu, Ouais. c'est plus la même chose. Donc c'est D'accord. aussi pour ça que j'essaye de pas perdre Ouais. du temps avec ça, tu vois. Je comprends cette façon de voir. Ouais, je comprends. Et toi, Victor, du coup? J'ai l'impression qu'au début, on s'est fait embarquer aussi un peu dans le narratif, parce que nous, on est arrivé sur la bulle ICO, et c'est vrai Ouais. que c'était en mode on va tout décentraliser. Oui. Donc, on va dire, il y a une sorte d'idéologie cypherpunk là-dedans, voilà, désintermédier, de plus être sous la coercition de soit de grosses boîtes, soit de gros de pays puissants. Et dans ce cadre, ouais, c'est un peu cypherpunk, mais de toute façon, moi, je savais même pas ce que c'était à l'époque. D'accord. Parce qu'on est vraiment tombé directement dans les cryptos. Bitcoin, Ouais. on en a entendu parler, mais avant que je lise le white paper, il avait fallu au moins attendre 4-5 ans avant Ouais. que je comprenne ce que c'était Bitcoin pareil. Pour moi, ouais, c'était Ouais. une sorte de monnaie, ça marchait, c'était magique. Ça, c'était coché, quoi. On avait réussi. Et une monnaie, bah, c'est stable. Normalement, ça gagne pas de valeur, donc je voyais même pas pourquoi mettre mon argent dedans. J'ai rien. Ok, je comprends. Bah écoutez, pour moi, je pense que bah, c'est vrai que mon avis sur la question a beaucoup évolué hein, et de plus en plus. En début, tu disais est-ce que je pourrais me qualifier de Bitcoin maximaliste? C'est c'est difficile à répondre. J'ai envie de te dire, ma réponse honnête, c'est que je pense que oui, en vrai. Hein. Je pense que je suis dans la phase. Tu vois, je disais, il faut jamais être dans le déni, etc. Peut-être que moi-même, je suis dans le déni de l'acceptation entière et pleine de mon Bitcoin maximalisme. Peut-être aussi que je suis un petit peu biaisé par la nature de mon travail et le fait que Starknet, et même si on veut être sur Bitcoin, on est aussi sur Ethereum. J'essaye de faire l'abstraction des deux entre mes convictions personnelles et mon travail, mais peut-être aussi que je suis biaisé par ça. Hein, il faut aussi le reconnaître. Maintenant, comment mon process de pensée a évolué au cours du temps? Moi, je pense qu'Ethereum fondamentalement a les mêmes racines cypherpunk que Bitcoin et cette même volonté, résistance à la censure, souveraineté, etc. Peut-être que maintenant, aujourd'hui, je pourrais peut-être dire qu'il s'est perdu en cours de route d'une certaine manière et qu'il a été potentiellement victime de son succès dans le sens où, comme tu l'as dit, Victor, beaucoup de gens dénigrent Ethereum, etc. par les usages qui ont été faits de son protocole. Et c'est difficile de se dire, oui, bah, je fais la distinction entre le protocole et les applications qui tombent dessus. Tu vois, le protocole Ethereum n'est pas responsable des cas d'utilisation qui vont être qui vont marcher sur Ethereum. Et comme ce qui a malheureusement marché, c'est que des trucs hyper spéculatifs, énormément de bullshit dans tous les sens, ça nuit fortement à la vision de Ethereum qui était noble et saine à la base. Ça, j'en suis fortement convaincu. Que c'est malheureusement bah, les marchés, ce que les gens ont voulu, etc., qui l'ont poussé dans une direction qui n'était pas celle voulue. Et le protocole n'a jamais fait des changements pour favoriser ces trucs-là qui sont néfastes, hein, très clairement. Il n'y a jamais eu personne, aucun Ethereum Core Dev qui s'est dit faut qu'on rende des meme coins mieux sur Ethereum, etc. Jamais ça n'est arrivé. Donc ça, c'était un effet indirect de ce que le marché a amené, ce que les utilisateurs ont amené, etc. Et je pense qu'aussi beaucoup de Bitcoiners pensent que Ethereum a été le pied dans la fourmilière qui a créé toutes les merdes après. Beaucoup des gens qui disent Ethereum is the mother of all shitcoins, qui a abouti à la création de Solana, etc. Et pour moi, très clairement, je fais une différence fondamentale entre. Pour moi, il y a Bitcoin, Ethereum et tout le reste. Et tout le reste, j'y porte absolument aucune importance, dans le sens où il n'y a aucun alt layer 1 qui est crédible. Ils sont tous disqualifiés depuis le début, même si certains sont technologiquement intéressants. Ils ont apporté des choses qui sont intéressantes, mais ils sont clairement pas crédibles pour être quelque chose de résistant à la censure, résister à des états d'alternation, etc. Donc je les considère même pas.
Mais malgré tout, même si je les considère même pas et je pense qu'ils sont néfastes, etc., je veux quand même avoir la présence d'esprit de me dire, je suis capable de reconnaître telle innovation technologique là où il y en a, même si c'est du bullshit et que c'est pas quelque chose qui va aboutir à quelque chose qui va nous faire réussir dans la mission. Mais je pense que c'est important. Mais t'as raison, ça demande une charge mentale considérable, hein, d'être capable de faire les nuances et de suivre. Ça, c'est clair et net. Et je le fais de moins en moins aussi, pour être honnête, hein. Plus je deviens Bitcoin maximaliste, plus je me focus sur ce qui se passe sur Bitcoin, principalement. Et même sur Ethereum, qui est quand même, j'ai travaillé pendant 4 ans en tant qu'Ethereum Core Dev, etc. Je délaisse un petit peu ce qui se passe. Et c'est aussi quelque chose qui est intéressant sur la différence d'évolution entre Bitcoin et Ethereum, c'est que Bitcoin, sa force, c'est sa simplicité et son côté minimaliste, hein. Et c'est vrai que c'est un luxe parce que, et aussi rétrospectivement, je pense que comme j'étais ingénieur, très tech, etc., j'ai eu ce côté de distraction par l'excitation technologique. Le côté de c'est cool de bosser sur des challenges engineering, etc. Et peut-être que c'est une distraction qui te fait oublier sur pourquoi on fait tout ça des fois. De dire, ouais, mais attends, ok, c'est sûr que c'est cool et tout, c'est magnifique. Et si on arrive à résoudre ce challenge, c'est bien. Mais est-ce que c'est quelque chose qui nous emmène plus vers la direction ou qui nous en éloigne? Et je pense que beaucoup tombent dans le panneau. Et c'est pour ça aussi que Solana, etc., ils attirent beaucoup de talents, malheureusement, entre guillemets, parce que c'est cool. En vrai, sur des points de vue résoudre des problèmes d'ingénierie et tout, je peux vous dire, c'est cool. Il y a des trucs cool à faire. Mais ça nous éloigne de la mission, etc. Donc, il y a ce côté distraction par l'excitation technologique, qui je pense qu'il y a un danger. Et moi, je suis tombé dans ce piège pendant longtemps. Maintenant, j'en suis sorti et je pense de plus en plus qu'il faut des gens qui travaillent sur les trucs ennuyeux, mais qui sont importants. Donc, il y a ça. Et le côté, c'est vrai que la couche applicative qui a, pour moi, desservi Ethereum, mais c'est malheureusement ce que les utilisateurs ont voulu. Et là, je pense que Ethereum est à la croisée de chemin et en risque de complètement enterrer ce qui le rendait unique en comparaison de tout le reste et un peu dans la même ligue que Bitcoin. Parce qu'il est justement pris en tenaille par le marché. Il est pris entre les institutions, les gouvernements, etc., qui sont tous sur Bitcoin, principalement, et tout le reste, le retail, qui est parti sur que de la merde, use case hyper spéculatif, etc. Et pour eux, ils font pas la différence entre ce qui est un projet cypherpunk avec des vraies valeurs, etc., comme Ethereum, et tout le reste. Et donc, si tu t'en fous de ça, Solana et toutes les merdes, c'est mieux pour des trucs spéculatifs de merde. Si tu t'en fous de la décentralisation, oui, c'est rapide, c'est pas cher, etc. Mais c'est pas résistant à la censure, etc. Donc, Ethereum est la croisée des chemins, et j'ai peur que il y a des forces mouvantes qui poussent à Ethereum à aller plutôt du côté Solana que plutôt du côté de Bitcoin. Même si j'extrapole un peu en disant ça et que c'est pas vraiment la réalité, mais c'est juste une accélération encore plus forte pour changer Ethereum, pour le rendre plus scalable, encore plus vite, etc., qui est pour moi un danger. Parce que ce que j'apprécie de plus en plus sur la gouvernance de Bitcoin, etc., c'est son côté minimaliste, qui est sain. C'est un terrain fertile pour que, je disais tout à l'heure en début, que ce que j'aimais dans Bitcoin, c'est que le côté des utilisateurs s'implique. Et c'est un peu ce que tu disais, Alex. Comme il n'y a pas énormément de choses qui se passent en même temps, on peut suivre un peu plus ce qui se passe et prononcer, construire une opinion sur tel ou tel changement parce que c'est relativement contenu, les choses qui se passent là ou sur Ethereum. Même le peu d'utilisateurs qui voudraient se soucier de ce qui se passe, il y a tellement de choses, c'est tellement complexe que tu pourrais pas, tu serais juste noyé sur l'information. Et donc, si on accélère encore plus le rythme des upgrades, c'est un cercle vicieux qui, pour moi, est très dangereux. Et voilà, donc je vais faire une pause là parce que j'ai parlé beaucoup, mais c'est un peu pour résumer mon... Non, mais c'est intéressant. Et en plus, tu parlais d'une transition pour Ethereum de la vision de Bitcoin vers le reste. Je pense que le gros catalyseur, ça a aussi été le merge. Est-ce que pour toi, ça a été déjà une première étape où tu t'es dit, là, on commence à partir en couille? Le passage au Proof of Stake, ouais. Ouais, complètement. Alors, moi, depuis le début, j'ai toujours été mitigé par rapport à ça. Et je me rappelle, hein, c'est vrai que j'avais des débats, même avec des Ethereum Maxi très tôt par rapport à ça. Et 5 ans plus tard, je suis à nouveau dans les mêmes débats et je les combats fortement sur le FUD, sur le Proof of Work. Alors déjà, même quand j'ai toléré le passage au Proof of Stake sur Ethereum, et je dis bien toléré dans le sens que c'était pas forcément de gaieté de cœur, et j'ai beaucoup plus un attachement naturel au Proof of Work pour sa simplicité et son ancrage dans le monde réel avec l'énergie. C'est deux propriétés qui sont fondamentalement révolutionnaires. Malgré tout, je l'ai toléré pour plusieurs raisons, et c'est le seul Proof of Stake que je tolère. Pourquoi? Parce que déjà d'une, il est quand même designé dans son cœur pour être massivement décentralisé. Vraiment, il y a énormément de choix du design qui le complexifie aussi, mais qui fait que on peut avoir des centaines de milliers de validateurs et c'est conçu pour être extrêmement résilient, etc. Donc ça, c'est la première raison. Et de deux, il a eu 7 ans de distribution au Proof of Work, ce qui fait que je tolère un peu. Et la troisième raison, c'est que le Proof of Stake ne donne pas de poids de vote dans la gouvernance. Si c'était le cas, par exemple, si ton stake en Ethereum te donnait un poids
plus fort dans la gouvernance du protocole, je le disqualifierais complètement. Donc pour ces 3 raisons, 7 ans de distribution proof of work, un design qui est fait pour être massivement résilient et décentralisé, et pas de cumul avec les fonctions de gouvernance, c'est pour ça que je le tolère. Et que tous les autres proof of stake, je les disqualifie depuis le début, parce que aussi ils sont un système qui est parti directement en proof of stake, c'est fucked up pour moi depuis le début, parce que si tu combines aussi au fait que ces projets historiquement comme Solana, etc., ils étaient très capturés dès le début par les VC, etc., bah, le cumul des deux fait que dès le début, t'es mort dans le film, quoi, en gros. Pour Ethereum, c'est différent, voilà, pour les 3 raisons que je viens d'énoncer. Mais malgré tout, j'avais toujours ce côté de dire, ça reste un compromis. Et c'est vrai que la réelle innovation, c'était quand même Proof of Work. Et le problème, c'est que je suis piégé dans ma tête, pour être honnête. Pourquoi? Parce que, et c'est très difficile, il faut que j'écrive sur le sujet pour essayer de le structurer, parce que aujourd'hui, je ne serais pas capable de faire un débat contre Justin Drake, par exemple, qui est un chercheur sur Ethereum, qui est en train de défoncer salement le proof of work de Bitcoin. Mais le problème, c'est qu'il le fait de manière très structurée, très formelle, etc. Parce que, et je vais essayer de vous synthétiser le problème. Si tu prends les coûts d'attaque, si tu prends toutes ces mesures objectives, le proof of stake d'Ethereum est supérieur au proof of work de Bitcoin. C'est plus dur d'attaquer. Le coût d'une attaque sur Ethereum est plus grand que le coût d'une attaque sur Bitcoin. C'est ça le problème. Juste une question, là, quand tu prends les coûts, c'est des coûts pour atteindre 51% et les maintenir dans le temps, parce que sur Bitcoin, il y a aussi cette notion, c'est qu'il va avoir 51%, 10 secondes, ça sert à rien. Il faut les maintenir. Ça prend ça en compte. Et est-ce que ça prend aussi en compte les coûts humains? Physique, parce qu'il y a aussi ça, une grande différence, c'est que j'ai l'impression qu'à tort on considère souvent que c'est juste du financier, sauf que Bitcoin, faut quand même aller. Il y a la logistique, ouais, complètement. Il y a toute la question de la logistique qui est quand même colossale. Exactement. Moi, c'est tous ces arguments-là qui me font toujours avoir une foi forte en proof of work. Mais le problème, c'est qu'ils sont très difficiles à quantifier, à mettre dans une table de comparaison. C'est ça, en fait. Mais j'ai le même sentiment. Mon gut feeling me dit ça. Mon intuition, c'est de se dire, OK, les cocos. C'est exactement les débuts d'axe d'idées que j'ai pour structurer ça. Faut pas oublier le côté logistique, le côté humain, etc., le côté ancrage dans le monde réel, etc. Donc ça, je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que c'est très difficile de structurer. Et Justin Drake, c'est un chercheur. Il a une approche très mathématique, très formelle, etc. Et c'est très difficile à combattre. Pareil pour le security budget, qui est un peu lié, du coup. C'est très difficile de combattre tous ces arguments-là. Malgré tout, j'ai une affinité plus forte pour le proof of work. Donc, pour répondre à ta question de base qui était, est-ce que le merge, c'était une première pierre qui m'a commencé à me faire douter, etc. Oui, c'est une des choses que je considère comme, malheureusement, il fallait le faire pour la vision d'Ethereum, pour être roll-up, avec des roll-up, etc. Parce que le proof of stake, il a des propriétés hyper intéressantes, parce que notamment, tu as de la finalité. Là où je rappelle, sur Bitcoin, techniquement, il n'y a même pas de finalité. On considère de facto que 6 blocs, c'est cool, etc. Mais techniquement, il n'y a pas de finalité. Si tu as suffisamment de puissance de calcul, tu peux toujours faire des réorgs et annuler des transactions. Alors que sur Proof of Stake, tu as une finalité. Donc, quand tu construis des solutions Layer 2, c'est des propriétés qui sont super intéressantes que tu peux utiliser. Par exemple, nous, très clairement, c'est quelque chose qui va nous mettre des challenges. Quand on doit settle, ancrer sur Bitcoin, le côté il n'y a pas de finalité, on doit le prendre en compte dans le design de Starknet. Donc, mais encore une fois, c'est des choses qui sont technico-techniques. Et peut-être faut se dire, ouais, bah ok, bah faut trouver une solution, faut s'adapter, c'est comme ça. Mais voilà, c'est pour ça que je dirais que je l'avais toléré, encore une fois, pour les raisons que j'ai dit, et je comprenais un peu la logique de pourquoi on devait le faire, etc. Alors, par contre, j'ai jamais adhéré à la politique de FUD et sur les questions environnementales, etc. Dès le début, j'ai trouvé ça bullshit. Vraiment, j'ai jamais été un partisan du proof of stake, même si je suis même pas partisan du proof of stake, mais c'est jamais quelque chose qui a pesé dans la balance pour moi de me dire, ouais, bah, en fait, c'est bien, c'est mieux de manière environnementale. Et ça, là, le fait que ça revient encore et que dans mes fights avec des Ethereum Maxi, je suis choqué. J'ai dit, mais les gars, vous êtes encore en 2015 pour dire ce genre d'argument. Enfin, ça a été débunké des dizaines de fois. Donc ça, j'ai jamais adhéré à ce truc. Pour moi, c'est du pur FUD, etc. Il y a des arguments techniques que je peux comprendre où le proof of stake est objectivement supérieur. Ils existent, très clairement. J'en ai cité un, mais il y en a d'autres. Mais maintenant, ça suffit pas à proposer dans la balance. Et c'est vrai que mon intuition me fait me dire, et pendant longtemps, j'ai diminué ce côté-là de l'ancrage dans le monde réel et cette entropie externe qui sécurise le réseau. Et je trouve que ça a une certaine beauté, une pureté. La pureté du proof of work, je la trouve de plus en plus appréciable. Moi, juste une réflexion un peu philosophique, c'est que j'ai l'impression que de toute manière, avec ces systèmes-là,
on rentre quand même dans une sorte d'hubris quand même de l'homme de dire vas-y, on va réussir à créer presque un or 2.0 au début qui est digital. Et on va dire, au moins avec Bitcoin, on se dit, on reste quand même dans le monde réel. Il y a toujours besoin Ouais. d'énergie, ce genre de choses. Hein? On reste ancré, quoi. Et de l'autre côté, avec l'autre, on part vraiment dans tous les sens. Et je me dis, là, bah ouais, l'hubris, elle est encore plus grande. C'est de se dire, vas-y, on va Ouais. pouvoir réécrire toutes les règles du système. Et c'est le cerveau humain qui va réussir à toutes les Ouais. intégrer et les manager, alors que c'est d'une complexité qui est juste phénoménale. Ouais. Et je trouve qu'en plus, on s'en rend compte depuis le début dans nos discussions, c'est qu'il y a quand même un facteur qu'on a tendance à chaque fois à oublier et qui est ultra important et qui est à la base pour moi de tout, c'est le facteur humain. C'est qu'en fait, Ouais. on fait que travailler en fait avec du social. C'est une Ouais. sorte d'énorme machine de social engineering, 100%. Bitcoin et les cryptos. Et qu'en fait, c'est juste de la théorie des jeux, de se dire, bah, en fait, dans ces circonstances, comment les gens vont agir. En fait, Ouais. c'est extrêmement complexe. Et c'est pour ça, bah, on ne sait pas comment Bitcoin marchera dans 3-4 ans, en fonction du prix, de tout un tas de paramètres. Et, euh, et ouais, ma réflexion, elle arrive là à chaque fois. Ouais. Et Ouais, moi t'as raison, il y a un côté rassurant, cet ancrage dans Montréal. Vas-y, pardon, Alex. Ouais. non, t'inquiète. Mais c'est vrai que je trouve en fait, et c'est un truc que je peut nous reconnaître à Victor et moi. C'est que nous, on est ingénieurs aussi, donc à la base, ce qui nous intéresse, c'est la tech, informatique aussi en plus. Euh, et pour autant, par contre, on n'a jamais eu ce penchant comme toi à tomber dans Ah, la ok. tech. Et en fait, je crois que ce C'est qui cool. nous a sauvé, hein, c'est un très très Ouais. bon mot, c'est d'avoir découvert très rapidement les sciences sociales. Euh, Ah. et de pas être tombé dans le biais de l'ingénieur qui pense que bah en fait tu peux tout modéliser, et que si t'as le modèle parfait, ça va marcher. Et en Ouais, je fait, comprends. nous on s'est intéressé assez rapidement à l'économie et à la philosophie. Bah, en fait, moi c'est ça qui m'a fait avoir mon déclic avec Bitcoin aussi. C'est en Ok. lisant le Bitcoin standard de Saif Dinamous qui est très peu technique. Incroyable. Ouais. En fait, il est pas technique, hein, il te parle. Non, Il il y est pas a technique. et au final, après, j'ai lu Mastering Bitcoin, j'étais là en mode bon, oui, ok, ça marche. Ouais. C'est génial, ça marche. Mais en vrai, je vais pas. Moi, j'ai fait dans l'autre sens. J'ai fait littéralement dans l'autre sens. Et Voilà. effectivement. Et c'est très intéressant en fonction de ton premier point d'entrée, comment il peut t'influencer après sur les biais, etc. Et j'ai le sentiment que, et c'est ça, et on le reproche souvent d'ailleurs aux ingénieurs, mais même dans les sphères de pouvoir et un peu plus haut, c'est des personnes qui pensent qu'on peut tout modéliser, qu'on peut tout calculer, Ouais. alors que par nature, en fait, tu essaies de modéliser des actions humaines qui est le système le plus chaotique qui existe sur Terre. C'est qu'il n'y a Ouais. pas plus chaotique qu'une interaction humaine. Tu peux pas la prévoir à plus de n plus 1, c'est impossible en fait. Et je crois que c'est ça aussi qui nous a aidés et qui manque peut-être aux éthéristes ou même aux Ouais. altcoiners en général, c'est qu'ils se concentrent et d'ailleurs c'est souvent les discussions qu'on a, c'est oui mais techniquement sur ceci, sur cela, ouais mais en fait c'est pas uniquement ça, c'est aussi ce que les humains en font, ce que disait tout à l'heure Victor, le jeu des incentives économiques, la théorie des jeux, et en fait c'est pas seulement ça. Donc je pense que ouais, c'est pour ça que de manière générale, même moi, je me sens beaucoup plus à l'aise dans l'écosystème Bitcoin que dans l'écosystème crypto, parce que bah, ça parle philosophie, ça parle économie, ça parle même politique. Peut-être c'est une vision beaucoup plus holistique du système, et je trouve, d'ailleurs, et c'est aussi ce que je reproche, et je crois qu'il y a un mec hier, il m'a saoulé avec ça sur Twitter, c'était oui, faut se concentrer sur Bitcoin. Bah non, parce qu'en fait, il n'y a pas que Bitcoin. Bitcoin, c'est un outil. Comme Ether, c'est un outil, et tu penses pas le système dans sa globalité. 100%. Et c'est vraiment, je suis 100% aligné avec toi, à tel point que est-ce que je peux partager mon écran? Ouais, vas-y. Normalement, Ouais, je vais te montrer un truc parce que en vrai, c'est un truc de fou parce que je suis 100% aligné. Attends. Justement, c'est un truc que je m'étais forcé, j'ai fait une présentation que j'ai fait en interne, etc., pour en gros comparer les Bitcoin et Ethereum sur plein d'aspects. Et notamment, en fait, ma conclusion, c'est un peu ça. Et ça résume exactement ce que tu as dit. Pour moi, les risques qui pèsent sur les deux, c'est d'un côté un risque de technologie qui va être broken ou un broken social layer. Donc pour moi, Ethereum, j'ai confiance sur sa partie technologique, mais j'ai peur sur ce côté social layer qui est sous stress aujourd'hui, exactement. Par exemple, le côté d'avoir des upgrades de plus en plus rapides, les dramas politiques, la peur de Solana, etc. Là où les challenges de Bitcoin sont plus d'ordre tech, security budget, quantum resistance. Est-ce qu'il sera capable de s'adapter à temps? Et ma conclusion est que
le risque du social layer est plus dangereux. Parce qu'en fait, moi, c'est une phrase que je me suis mis dans ma tête. Tu peux toujours fixer un broken tech, mais un social layer qui est broken, c'est pour toujours. Donc, en gros, pour moi, le social layer de Bitcoin, c'est son mécanisme de défense ultime. Donc, c'est vraiment exactement c'est mon cheminement de pensée. Il a évolué de trop drivé par la partie tech engineering à me faire comprendre, ouais, comme tu as dit, la partie humaine, c'est impossible à modéliser. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Et le plus gros risque, il est là. Voilà, donc, je voulais juste partager ça parce que ça a fait écho. Quand tu me l'as dit ça, je me suis dit, mais ouais, c'est exactement comme ça que je le vois aujourd'hui. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant et c'est vrai que je l'avais jamais formalisé. C'est vrai que tu l'as bien formalisé dans une phrase, c'est qu'on peut, voilà, la tech, ça se corrige, mais Tu les peux toujours humains, fixer. Ouais, tu peux pas- exactement. en fait, le problème, c'est que derrière, en fait, il y en a qui vont te dire oui, on peut corriger l'humain, mais là, on va sur des gros problèmes derrière. Ah, Et là, ça oui. finit souvent mal. Parce que non, c'est que je dis ça là en rigolant et pour nous, ça nous paraît évident. On va pas corriger l'humain. Mais il y en a pour qui on Ouais. doit le faire. Et là, bah, c'est soit des camps, soit de l'eugénisme, soit des trucs pas très cool. Mais voilà, moi, je préfère corriger un protocole que de corriger des humains, quoi. 100%. On en- J'ai pas envie d'avoir une puce IA dans ma tête qui va me dire quoi penser. Non, mais complètement. Je suis d'accord, ça amène ces genres de sujets. Hein. Et c'est là où on en revient toujours à nos sujets un peu du clivage entre libéral et ce qu'on va appeler la gauche étatique, et qui sont au final les deux gros sujets de notre chaîne aussi, Bitcoin. Et après, on en revient en fait à chaque fois à ça, parce qu'au final, en fait, on a l'impression que toutes nos discussions, elles mènent à ça. Et au final, bah, on le voit direct avec Bitcoin, c'est que c'est lié, c'est toute C'est la vrai, partie, comme c'est tu lié. dis, social layer. Mm. Et, c'est vrai que, en fait, et c'était un peu aussi ce que tu disais avec la théorie de Yves Chouefati de sponsoriser le réseau. C'est que, bah là, on peut se dire, même si on a un outil qui est pas parfait, il y a un moment donné, si on est tous convaincus de son utilité, on peut Ouais. réussir à pousser la voiture même si elle marche plus. Alors que de l'autre côté, ils vont avoir une fusée supersonique, mais en fait, il y a personne qui va être dedans. Et Mais j'ai l'impression qu'on se retrouve un peu là-dedans et c'est assez marrant et ta slide l'explique bien en fait. Ouais. Il y a un sujet sur lequel on voulait conclure. De toute façon, je pense que si on voulait aborder tous les sujets, il faudra refaire un épisode, malheureusement. Trop relou. C'est le sujet de la privacy. Moi, j'ai réalisé quand même assez récemment que Bitcoin Layer 1, en termes de vie privée, c'est quand même une régression par rapport aux banques. C'est quand même vachement moins efficace. Quand je fais un virement à quelqu'un, le mec connaît pas mon solde. Alors, on va dire sur Bitcoin, c'est possible si tu manages tes UTXO, machin. Bon, en général, partons du principe que les gens n'ont pas que ça à foutre de leur vie et que tu peux finir par le savoir. Donc, il y a un vrai sujet. Il y a aussi un sujet même presque philosophique sur la vie privée. Ça va être le oui, mais si t'as rien à cacher, pourquoi tu veux le cacher? Pour toi, comment... Et c'est pour ça que d'ailleurs, nous, dernière digression, mais c'est pour ça qu'on tolère Monero, par exemple, qui à ce niveau-là, sur Layer 1, fonctionne beaucoup mieux d'un point de vue privacy. Toi, comment bah déjà, pour toi, le sujet privacy, qu'est-ce qu'il représente? Est-ce que tu penses qu'il y a des problèmes sur Bitcoin? Je pense que oui. Et est-ce que tu as des pistes d'amélioration pour le rendre vraiment utilisable sans mettre en danger tout le monde? Parce qu'en vrai, aujourd'hui, ça peut être dangereux. Ouais. Alors moi, j'ai une vision de plus en plus extrême sur le sujet et je vais la formuler de manière claire. Je pense qu'on ne peut pas avoir de souveraineté sans privacy. Maintenant, je suis catégorique là-dessus. Je pense qu'on peut se leurrer si on peut penser qu'on a de la self-custody de la souveraineté en étant sécurisé physiquement, hein, comme tu l'as dit par exemple, sans privacy. Donc, pour le dire très clairement, la notion de vie privée, etc., elle est fondamentale pour moi et je pense qu'on peut pas la décorréler en fait du reste. Pour toutes les raisons évidentes, même résistance à la censure, etc., c'est aussi augmenté si tu as de la privacy, par exemple. Typiquement, par exemple, comme dans un cas comme Kashu, qui est un système qui permet de faire des transactions privées, malgré que ça soit pas self-custodial, c'est résistant à la censure parce que la personne qui facilite les paiements, elle ne sait pas qui fait quoi. Donc, elle peut soit censurer tout le monde, soit personne. Donc, je me dis, mais imagine même dans un système qui est même pas custodial, tu peux avoir ce niveau de résistance à la censure grâce seulement à de la privacy. Donc, pour moi, c'est fondamental. Est-ce qu'il y a des problèmes sur Bitcoin, Layer 1? Oui, il y a des problèmes évidents. Effectivement, même si c'est vrai que un power user qui a une bonne hygiène, etc., il peut faire des choses relativement correctes.
mais c'est une charge mentale trop grande, c'est une charge mentale beaucoup trop grande. Et tu es vulnérable à une erreur humaine, tu fais une mauvaise consolidation. Enfin, il y a trop de cas dans lesquels tu peux te faire avoir, ou des heuristiques avancées par des gens qui monitorent le réseau, etc. Enfin, ça demande une charge mentale trop forte. Et on peut pas se dire que l'énormise ou la masse aura cette hygiène dans tous les cas. Il faut les protéger de base, en fait. Il faut que tout le monde soit protégé de base. Donc oui, il y a des problèmes sur le layer 1 pour moi. Maintenant, les façons de les résoudre, ça va pas être simple, mais un des débuts d'espoir potentiellement, c'est via des layer 2 justement, qui pourront amener de la privacy. Bon, bah déjà, Lightning, il peut apporter un niveau de privacy à peu près décent. D'ailleurs, il y a par exemple Super Testnet, je ne sais pas si vous connaissez, qu'il y a beaucoup de clash en ce moment avec des Monero Boys, où il leur dit ouais, mais en fait Lightning c'est même plus privé que Monero, etc. Ils ont des petits clashs où ils essayent à partir d'une invoice ou d'un paiement Monero de retracer des trucs et tout, c'est assez marrant. Lightning apporte un début de réponse, mais encore une fois pour des power users et pas pour la masse et pas pour les normies. Donc si on était capable d'avoir un peu plus d'expressivité au niveau du layer 1 qui nous permettrait d'avoir des layers 2 avec de la vraie privacy nativement, bah là ça commence à être intéressant parce que on peut se dire bah ok, avec un layer 2 qui a un niveau de sécurité suffisant, dans le sens il hérite de la sécurité du L1 et qu'il a de la privacy et avec une bonne UX pour les normies, bah là c'est un niveau qui commence à être intéressant. C'est-à-dire dans la vie de tous les jours, tu peux faire de manière private des paiements, des trucs avec une UX très simple, aussi simple que ta banque, sans que personne connaisse ton solde, etc. Donc, si on était capable d'avoir ça, c'est un début de réponse. Et après, pour corriger fondamentalement le problème, bah là, il faudrait des changements plus drastiques au niveau du L1. Bon, il y a des petits débuts de réponse avec les silent payments, etc. Mais je catégorise ça presque de patch, dans le sens où c'est pas une résolution fondamentale du problème. On sait déjà qu'il y a potentiellement des choses qui nécessiteront un hard dans le futur, peut-être le quantique, peut-être que le privacy sera une raison suffisante aussi pour fixer une fois pour toutes ce genre de choses. En tout cas, je pense que s'il y a bien un des choses qui justifierait ça, si je devais citer un truc qui manque à Bitcoin fondamentalement, ce serait la privacy. Donc je pense que c'est un sujet qui est super important et qu'il faudra traiter très sérieusement sur Bitcoin. Et ça me fait penser à une question, ça peut peut-être être le dernier sujet, mais pourquoi toi t'es pas allé vers quelque chose comme Monero par exemple? Qu'est-ce qui pour toi bloque Monero d'être peut-être le Bitcoin killer ou au moins se positionner à côté? Est-ce qu'au final, en fait, quand tu réussis la proposition d'être même garder la vie privée de tes utilisateurs, en fait d'un coup tu es tellement combattu par le système, et Oui. je parle du système étatique, en fait tu peux juste pas survivre, et donc il faut Ouais. réussir à être un peu au milieu. C'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Alors, Monero, c'est vrai que en vrai, je respecte. Au moins, c'est l'un des seuls projets que je respecte, dans le sens où, pour le coup, il y a une vraie volonté d'essayer et de mettre un doigt d'honneur au système, comme tu as dit, hein, qui peut-être aussi l'une des causes de leur non-adoption, hein, c'est clair et net. Mais au moins, alors, il y a deux choses que je respecte. Ça, le côté vraiment cypherpunk, de dire, OK, fuck, on veut vraiment le faire parce que on a besoin de privacy. Et la deuxième chose, c'est ne pas avoir cette culture du hodl et de dire ouais mais non en fait il faut qu'on les utilise ça ces trucs et ça j'aimerais voir cette culture que les gens sur Monero en général ont de dire ouais on utilise en fait Monero parce que on en a besoin et ça nous rend service. Il faudrait que ce soit pareil sur Bitcoin. Donc c'est clair qu'il y a des choses sur lesquelles s'inspirer de Monero, ça en vrai je suis prêt à le reconnaître. J'aime bien la philosophie et le côté on prône l'utilisation. Maintenant pourquoi je le mets pas dans un potentiel challenger ou une vraie solution? Il y a plein de raisons, mais peut-être si je devais résumer en une seule, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est peut-être le social layer. Je trouve que celui de Bitcoin est incontesté et peut-être incontestable, même s'il a des défauts, hein, je le reconnais, hein, il a des défauts parfois, mais je trouve que le social layer de Bitcoin, la façon dont il s'est construit, etc., il est plus résilient. Et peut-être que c'est aussi lié au fait que Monero est tellement dark et anti-système que peut-être les gens ont une appréhension à être impliqués dedans parce qu'ils ont peur. Il y a des conséquences potentiellement dans leur vie. Et les gens n'ont pas forcément envie d'aller en tôle, hein, ce que je peux comprendre. Donc ça peut freiner l'adoption en termes de développeurs, etc. Je ne le mets pas comme un potentiel challenger, mais au moins un minima comme une potentielle source d'inspiration. Et aussi, si j'enlève le côté social layer et ces raisons-là, d'un point de vue technologique, c'est pas de la privacy optimale dans le sens où ça utilise ce qu'on appelle des ring signatures. Ça camoufle vraiment bien, etc. Mais c'est pas de la privacy parfaite. Par exemple,
Si on compare que d'un point de vue technique, je préfère la team Zcash que Monero, d'un point de vue purement technique. Même si je trouve que Monero est plus cypherpunk et plus un peu plus crédible, moins capturé, etc. que Zcash. Mais d'un point de vue technologique, Zcash est supérieur d'un point de vue purement privacy optimal avec les zero knowledge proof et compagnie. Mais voilà. Donc, social layer, raison numéro 1 pour lequel je le disqualifie, mais ça reste une source d'inspiration. Et de manière secondaire, technologie pas la plus optimale pour avoir de la privacy. Ok. Non, bah je pense que c'est un sujet qui sera intéressant de creuser peut-être une prochaine fois vraiment en détail. Avec plaisir. Parce que c'est vrai que il y a beaucoup de débats, et même sur le débat des layers 2 en général. Par exemple, moi, je trouve qu'une proposition de valeur comme Liquid est aussi assez intéressante, même si elle n'est pas parfaite. Et presque, ça va peut-être choquer certains que je dis ça, mais de plus en plus, je me dis qu'à terme, de toute façon, on va juste avoir des banques aussi par-dessus Bitcoin. Et qu'en fait, une banque, c'est pas forcément mauvais à partir du moment où, les Liquid, c'est presque considérer ça comme une banque, où du moment que tu peux retirer tes fonds à tout moment et les posséder en propre, en fait, c'est un service qui a du sens. Pas pour tout le monde. Le but, Mais dans ce cas-là, tu devrais bien aimer Cachou. J'avais regardé un tout petit peu, mais je suis pas assez calé sur le C'est un peu ça, hein, c'est vraiment des banques par-dessus Bitcoin. Hein, c'est un peu ça. Il est complètement private. Ouais, c'est comme Fedimint, c'est un dérivé de Cachou. Ouais, exactement. Okay, ouais. Fedimint, c'est basé sur le même concept que Cachou, sauf qu'en plus, c'est décentralisé. Mais oui. Ça, je trouve ça hyper pertinent. Et en fait, au final, tu fais ton layer bancaire par-dessus qui fait chambre de compensation. Mais en fait, tu peux retirer ton stack à tout moment, ce que tu ne peux pas faire dans une banque actuellement. Mais... Parce qu'en banque, c'est des... Je comprends ce que tu veux dire. Il y a un gros truc aussi, c'est l'histoire de la capture réglementaire. C'est que là, d'un coup, tu peux avoir une libre concurrence des banques qui n'était pas possible avant. Et des monnaies. Et des monnaies en plus. Et des monnaies, parce que c'est vrai que ça aussi, c'est un gros sujet, mais on est... Et à la fin, c'est quand même... À la fin, le message, c'est un peu nique l'État. Oui. Ouais, c'est ça. De toute façon, le premier symbole de la puissance de l'État, c'est la monnaie. Hein. Donc, si tu challenges ce pouvoir-là, tu peux challenger d'autres choses. Ouais. Mais pour autant, et je trouve que ça, c'est assez important, et c'est une erreur que les bitcoiners font, on ne veut pas imposer Bitcoin. On veut que Bitcoin soit adopté par tout le monde. Mais si vous voulez le concurrencer avec du XRP ou du Solana, allez-y. Vous allez perdre, hein, on le sait, mais allez-y, vous pouvez essayer. Et s'il y a une libre concurrence et qu'il y en a qui veulent faire leur communauté où ils transactent en XRP, grand bien leur face. Après, pas sûr que ce soit un très bon store of value, mais c'est un autre débat. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, c'était cool. Je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une émission où on parlait de Bitcoin. Ah ouais, d'accord. Honnêtement, je ne me souviens même plus. La dernière fois, on a fait une vidéo où on parle pendant plus de 10% du temps de Bitcoin. Ouais, vous êtes vraiment sur le côté social politique en ce moment. Ok. Ouais, on est vraiment focus là-dessus. En fait, on le fait au gré de nos découvertes, de nos recherches et de ce qu'on apprend. D'accord. Donc, on s'intéresse un peu moins à Bitcoin et aux aspects techniques, donc on en parle moins. Voilà, tout simplement. Et là, ça fait du bien de pouvoir aussi remettre un peu les pieds dedans, de se remettre à jour et d'avoir des invités qui savent de quoi ils parlent, parce que nous, des fois, on n'est pas forcément les mieux placés pour en parler. Donc, merci beaucoup. Merci à vous, j'ai passé un super moment. C'était vraiment très cool. Merci à toi. N'oubliez pas, si vous avez apprécié la vidéo, de mettre un petit like, c'est le meilleur moyen de nous rétribuer, de commenter. N'hésitez pas à poser des questions. On a peut-être oublié de définir certains termes par moment. N'hésitez pas à poser des questions, on essaiera de répondre à tout. Et puis abonnez-vous à cette chaîne. Et puis on vous dit à très bientôt. Ciao. Salut tout le monde, merci. Ciao.